BFM TV, Liberté, Égalité Brunet. Éric Brunet et Alice Darfeuille. Mesdames et messieurs, bonjour. Quelle joie, quel bonheur de vous retrouver comme tous les soirs, bien évidemment, de 20h à 22h sur BFM TV. Une actualité très dense et particulièrement exaltante ce soir pour nous qui aimons tant les débats, le débat à la française. Bonsoir Alice Darfeuille. Bonsoir Éric Brunet, bonsoir à tous. D'abord, des faits, après le drame de Grenoble que vous venez d'évoquer il y a quelques instants, le suspect court toujours, Alice. Oui, mais il a été identifié, c'est l'une des dernières informations de la soirée. Il est connu de la justice pour diverses infractions. Plusieurs hommages ont été rendus à la victime. Pourquoi une telle violence dans cette ville de Grenoble? Le bilan sécuritaire du maire de la ville est pointé du doigt. Et nous parlerons donc des grandes villes françaises. Les maires de gauche sont-ils des bisounours? C'est une question que nous poserons, y compris avec Claude Maluret, notre invité. Nous allons aussi parler de la réalité politique avec le Premier ministre Michel Barnier qui poursuit ses consultations pour former son gouvernement et Marine Le Pen qui a dit hier à Hénin-Beaumont « Je ne suis pas la DRH de Macron ». Pourtant, c'est bien son feu vert qui a permis la nomination de Michel Barnier à Matignon, donc une forme de revanche pour elle. Alors on se posera la question, est-ce le Rassemblement national qui tire les ficelles ? Et puis levé de bouclier à Paris où Anne Hidalgo a dit le périph', ça sera 50 km/h. Oui, circuler, il n'y a rien à voir. 50 km/h sur le périphérique, ça relève de ma décision et ça se fera au 1er octobre. C'est ce qu'elle a déclaré ce matin. Mais l'État rappelle qu'il a son mot à dire. Alors, est-ce que ça va se faire et surtout, est-ce que ça doit se faire? On va essayer de répondre à ces questions. Merci les amis. Tout de suite, petit tour de table des éditorialistes qui vont nous accueillir, nous accompagner ce soir. Patrick Vignal, vous allez bien? Excellemment bien. Vous pourriez renoncer à ces chemises à fleurs pour me faire plaisir? Non, il n'en est pas question. Non, parce que vous avez parlé d'amour, Éric Brunet. Ouais. BFM, c'est une chaîne d'amour, d'amitié, tout le monde s'aime. Ah ouais. C'est comme les partis politiques en ce moment, tout le monde s'aime. Voilà, Et tout le monde va dans le même sens. Très bien. Donc j'amène la chaleur du Sud. Si j'ai bien compris, vous n'êtes pas prêt à renoncer aux chemises à fleurs. Face à vous, en face, géographiquement en tout cas, Tuc Dual, Denis, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Bonsoir, Tuc Dual. Bonsoir Alice, bonsoir Eric. Moi j'amène l'humidité et le froid de la Bretagne. Mais bon, voilà. Il en faut aussi. Hein. Nous sommes également avec l'économiste et essayiste Thomas Porcher. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis content que vous soyez là parce qu'on va poser la question, est-ce qu'on va avoir droit à une hausse d'impôts dans les prochaines semaines ou les prochains mois? Et ce qui nous chagrine tous, c'est que j'ai bien l'impression que la réponse à cette question est oui. Nous en parlons dans un instant avec également Jean-François Aquili, Jean-François, éditorialiste politique. Merci de votre présence. Bonsoir Alice. Tout de suite, Bonsoir. Alice, les éléments nouveaux sur le drame de Grenoble. Oui, cet agent de propreté de 49 ans qui a donc été tué hier matin en tentant d'empêcher l'auteur d'un accident de la route de prendre la fuite, un accident de la circulation. L'homme est toujours en fuite ce soir. Est-ce que l'on a appris, donc, Hugo Smag, avant de revenir sur les hommages qui ont été rendus à la victime, Hugo, c'est que donc le suspect qui est activement recherché est connu de la police et de la justice. Mais effectivement, c'est cet après-midi qu'on a appris qu'il avait été identifié et qu'il est activement recherché. Alors pour le moment, le procureur ne confirme aucune interpellation à ce stade. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'il y a eu plusieurs perquisitions entre hier et aujourd'hui. 4 perquisitions à des endroits où il est susceptible d'avoir habité ou d'habiter encore aujourd'hui. Ce que l'on sait également, vous en avez parlé, c'est que ce suspect est connu défavorablement des services de police pour des faits de droit commun. Et puis pour rappel, il est suspecté d'être la personne à l'origine des tirs ayant entraîné la mort de cet agent de la propreté de la ville de Grenoble, Lilian Desgens, hier matin. Lilian Desgens qui avait essayé de le retenir après un grave accident de voiture alors que ce suspect tentait de prendre la fuite. Merci beaucoup Hugo Smag. Je voudrais d'abord vous faire écouter les réactions. D'abord, les frères de ce Lilian qui avait été il avait commencé à la base dans la ville de Grenoble. Il ramassait les ordures, les poubelles, et puis il s'était peu à peu élevé. C'était quelqu'un qui était très estimé dans l'administration municipale, qui avait une trajectoire personnelle de syndicaliste. On écoute tout de suite l'émotion de ses frères. D'abord, mon frère, il avait beaucoup d'amour, vous aimez tous, et vous lui donniez beaucoup d'amour aussi, que ce soit les collègues de boulot, la famille, les amis, vous êtes tous présents. Et
Et voilà, je pense à mon frère et je l'aime. Nous aussi, on l'aime. Je tenais à vous remercier tous. Il y a eu plein de dommages que je sais sincères. Beaucoup de monde qui est ici connaissait mon frère, d'autres ne le connaissaient pas, mais ont appris à le connaître au travers des témoignages. Les plus beaux des témoignages que vous pouvez lui porter, c'était votre présence ce soir, parce que ça nous fait chaud au cœur. Il y a eu 2 hommages. Il y en a eu un devant l'hôtel de ville de Grenoble et un à quelques mètres de là où s'est produit le drame hier matin. Il y avait donc beaucoup d'émotions, on l'a entendu, mais aussi de la colère, notamment colère de l'un des amis de la victime. La municipalité, ils ont abandonné la ville. Moi, je n'ai pas honte de le dire. Vous allez dans tous les quartiers de Grenoble, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune association. Ils sont en train de fermer les associations une à une, les commerces de proximité. Tout ce qui était fédérateur et rassembleur, c'est en train de disparaître. Les premiers fautifs de ce qui se passe aujourd'hui, c'est nous. C'est nous parce qu'on a laissé faire. On a laissé la situation se dégrader. Vous savez, les jeunes, ils sont comme ils sont. Mais les jeunes, ils ont besoin d'être accompagnés. Les jeunes, ils ont besoin qu'on leur transmette. On ne leur a rien transmis. Aujourd'hui, je ne veux pas que la mort de Lilian, elle soit vaine. C'est la mort de trop pour moi. Je suis là, je ne vais pas faire un classement des morts. Il n'y a personne qui mérite de mourir. Mais cette mort-là, c'est la mort de trop. C'est très intéressant ce que dit cet homme parce que ça soulève une question que vous évoquez, vous, dans votre hebdomadaire Valeurs Actuelles, Tugdual Denis, qui est la gestion de la question sécuritaire par les villes de gauche. On va y revenir dans un instant, mais la question, elle est très simple. Est-ce que les villes de gauche, les grandes métropoles de gauche, ont des maires qui, sur les questions sécuritaires, sont plutôt des bisounours? Tiens, je commence par vous, vous qui êtes un historique de la gauche, qui êtes un ancien député macroniste, mais qui venait du Parti socialiste, y a-t-il une faute matricielle chez l'élu de gauche qui est la non prise en compte de la question sécuritaire? Alors effectivement, on a toujours dit que les élus de gauche, c'était uniquement la prévention, les bisounours. J'ai un contre-exemple, le maire de Montpellier, Mickaël Delafosse. Depuis qu'il est élu, il a armé sa police municipale, il a augmenté les policiers municipaux. En même temps, la loi médiation de Patrick Vignal, il a mis en place, parce que ce que disait Abou, il n'a pas tort aussi. Mais enfin, quand même, Éric Brunet, de quoi on parle? J'ai visité 200 villes en France. Je suis allé à Grenoble, dans le cadre d'Action Cœur de Ville. La dernière fois, je ne vais pas citer la ville pour ne pas la stigmatiser. Je me suis retrouvé avec des gamines de 14 ans qui m'ont dit, moi, mon avenir, c'est très simple. Ou une balle dans la tête ou en prison. À 14 ans, avec le protoxyde d'azote, avec le cannabis, avec des gamines de 14 ans qui gagnent 200 € par jour en chouffant. Ces gamines, dans les quartiers, ils sont, comme ils disent, enfouraillés. Leur avenir, c'est quoi? C'est devenir délinquants. Et donc, il y a un vrai débat sur la société. Il y a un triptyque. Éducation, prévention, répression. Patrick Vignal, laissez-moi vous reposer la question. Vous avez fait un pas de côté très habile. Vous m'avez sorti le seul maire de gauche, qui est le maire aujourd'hui de Montpellier, qui, sur les questions de sécurité, est effectivement plutôt en avance. Mais franchement, on parle d'Éric Piolle, on parle du maire de Bordeaux, on parle de la maire de Nantes, Johanna Roland, on parle de Madame Hidalgo à Paris. Ces élus, y a-t-il... Oui. Ces élus, ils ont un problème avec cette sécurité. Je ne sais pas ce que c'est le sentiment d'insécurité. Vous savez, moi, j'étais candidat à la ville de Montpellier, je suis allé voir ce qui se passait à Nice. Je vous donne un autre exemple. La synagogue à la Grande Motte. Le gars qui a attaqué la synagogue, pourquoi on a pu l'arrêter? Parce qu'il y avait aussi des caméras. Je ne règle pas tout avec les caméras, mais je pense que ce soit le maire... J'ai échangé avec Éric Piolle quand je suis venu chez lui. Effectivement, il y a 28 000 agents de la police municipale. 58% des agents municipaux sont armés. Comment je fais un contrat de sécurité locale avec des policiers municipaux pas armés, avec la police municipale? Vous noyez le poisson, ils doivent être armés. Pourquoi les maires de droite y arrivent et pas les maires de gauche? Parce que certes, pas tous quand même, n'exagérez pas. Pas tous, mais parce qu'ils sont dans le dogmatisme, la sécurité c'est l'État. On va préciser ce qui ressort de cette étude qui a été menée par Valeurs Actuelles. Effectivement, parmi les villes les moins sûres qui arrivent en tête de ce classement, il y a donc Lille, Saint-Denis,
Marseille, Bordeaux et Lyon. Et vous mettez en avant que Lille est effectivement gouvernée par la gauche depuis 23 ans et que Bordeaux, Grenoble ou encore Lyon sont des métropoles écologistes, pour appuyer votre propos sur l'incapacité de la gauche à mettre en place des politiques sécuritaires efficaces. Écoutez, il suffit de demander à Gérald Darmanin s'il arrive à travailler avec des maires écologistes. Il arrive mieux à travailler avec des maires socialistes, et il n'y a pas de maire LFI, en l'occurrence de grandes villes en France, mais ils vous disent que à Strasbourg, à Bordeaux, à Grenoble, c'est très compliqué. Et comment ça se traduit ? Attendez. Donc le ministre de l'Intérieur vous dit qu'il a du mal à mettre en place des politiques sécuritaires dans les villes, les grandes villes, pilotées par des écologistes. Oui. Il y a ce qu'on appelle les GLTD, alors pardon pour le jargon, mais c'est groupements locaux de traitement de la délinquance. Et c'est des formations de policiers qui sont normalement opérantes quand il y a un bon lien entre le national et le local, entre le ministère de l'Intérieur et la mairie, entre la police nationale et la police municipale, entre la police nationale et les services municipaux. Et dans la ville de Grenoble particulièrement, c'est très compliqué. À Lyon, par exemple, ils refusent de rétrocéder les images de vidéosurveillance aux autorités nationales, puisque les images, pour certaines en tout cas, des caméras appartiennent à la ville. Et ben en fait, il n'y a pas de coopération entre l'intérieur et la municipalité. Pardon, Patrick Vignal disait les caméras de surveillance à la grande mode. Bah ok, très bien. À Grenoble, il n'y en a pas. D'ailleurs, Éric Piolle a fait le malin quand il s'est fait élire maire de Grenoble en 2020. Il a dit on va les démonter, on va les revendre à Christian Estrosi, parce que ce gros plouc de Christian Estrosi qui met des caméras partout dans sa ville, en l'occurrence, apparemment, Nice, c'est plus sécure que Grenoble. Il y a une vingtaine d'années, j'avais animé une grande table ronde au congrès annuel du logement social, des HLM. Le congrès annuel des HLM, c'est près de 10 000 personnes, des bailleurs sociaux, énormément d'élus et des habitants qui habitent dans des HLM, qui se rencontrent pendant une semaine, et c'est vraiment un congrès très important. Et il y avait une table ronde sur la sécurité que j'animais comme journaliste, et je me souviens, j'avais été sidéré de voir que sur la question des caméras, il y a 20 ans, on était confronté au tabou absolu. Les bailleurs sociaux, il y avait des représentants des différents organismes sociaux, du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, du Centre, qui disaient « Ah non, les caméras, attendez, vous plaisantez ou quoi? On n'est pas d'extrême droite, nous. Mettre des caméras, vous voulez qu'on mette des caméras dans les halls d'entrée? Vous voulez qu'on mette des caméras à l'extérieur de nos logements sociaux? Qu'on flique nos habitants? Jamais, jamais. Laissez ça aux villes d'extrême droite, Monsieur Brunet. Enfin, il parlait à tout le monde. Je me souviens, ça avait été même orageux. Il y avait tempétueux. Il y avait des représentants des organismes sociaux qui étaient partis, qui avaient claqué la porte de ce débat. C'était absolument dingue. Et puis maintenant, il y en a partout, quoi. Mais le problème, c'est que à Grenoble spécifiquement, Éric Piolle, il s'adapte à sa clientèle électorale. Qu'est-ce que c'est la clientèle électorale d'Éric Piolle? C'est les gens issus de l'immigration et ce que Jérôme Fourquet appelle la gauche quechua. C'est-à-dire, en gros, des bobos, mais pas comme à Paris. C'est des bobos qui font du sport le week-end en montagne et qui sont pour le laxisme, en tout cas. On va entendre Éric Piolle et la manière dont il répond à ce qui s'est passé et se consacrer plus particulièrement à la politique à Grenoble. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre classement. C'est que, par exemple, Bordeaux a été dirigé par la droite pendant des années. Bordeaux est une ville écologiste depuis peu. Oui, mais Bordeaux, en fait, ça s'est dégradé en extrêmement peu de temps. Il y a eu un problème de mineurs isolés. On n'en parle pas spécifiquement là dans ce dossier, mais on avait déjà fait des articles sur les mineurs isolés à Bordeaux. Et toutes les attaques au couteau dont vous avez entendu parler, y compris en plein centre-ville de Bordeaux, avec en gros, c'est des migrants mineurs non accompagnés, isolés, et que l'État est obligé d'accueillir. Ça coûte très cher au département. Bah, c'est eux qui ont fait exploser la violence. Les amis, des villes de droite dans le top 10 des grandes villes françaises, il n'y en a pas. Il y a Toulouse, qui est une ville de centre droit. On ne peut pas dire que Boudinque, le maire... Courbevoie, qui est numéro 1, c'est quand même une ville de droite. Agnières, elle est dans le... Courbevoie, Meaux, Ajaccio, Levallois-Perret. Il est deuxième. Et il a récupéré une ville avec une sacrée criminalité. Je vous passe le micro dans un instant. Je voudrais juste vous montrer, Thomas Porcher, une... J'ai envie de dire maladresse, mais c'est bien indulgent, du maire de Grenoble, Éric Piolle, qui avait déjà dit... Je démonte il y a quelques années les caméras pour les donner à Christian Estrosi, le maire de Nice, les revendre. Et là, voilà ce qu'il dit après la mort de cet agent municipal, Lilian, plutôt maladroit.
Personne n'est à l'abri d'une balle perdue, hein, et c'est notre peur quotidienne. Dans les règlements de compte, il y a évidemment... Personne ne mérite de mourir, y compris pour trafic de drogue. Il faut que la justice passe. Mais c'est notre peur. Vous avez vu ailleurs en France qu'il y a eu parfois dans ces règlements de compte des balles perdues. Alors, il a quand même tenu à préciser ses propos ce matin sur RMC en disant c'est la fachosphère qui déforme mes propos, puisqu'il y a eu une question sur les règlements de compte et j'ai dit notre crainte, nous, en tant que maire, c'est une balle perdue pour un innocent. Or là, il ne s'agit pas d'un règlement de compte, donc je ne parlais pas de ça. Trop tard Oui, bon, c'était très maladroit, effectivement, et je pense que c'est normal que les propos aient fait un tollé. Après, sur l'analyse des villes, il faut faire attention parce que la délinquance est multifactorielle. C'est-à-dire que là, comparer Aubervilliers, Saint-Denis avec des villes comme Paris, vous savez, parfois, dans des quartiers à Aubervilliers ou même à Marseille, vous avez des taux de chômage à 30%, des taux de pauvreté à 48-50%. Et c'est sur ce terreau que l'économie informelle prospère. Et c'est important de regarder aussi, je veux dire, on ne peut pas comparer une ville comme Bordeaux ou Paris, qui sont plutôt des villes riches et qui peuvent être effectivement mal gérées, hein, à des villes où il y a des taux de pauvreté énormes, des taux de chômage énormes. Il y a des villes de la Creuse qui sont très pauvres et où il n'y a pas de trafic de drogue, et où il n'y a pas de tempéré, où il n'y a pas de rodéo. Non, mais je veux dire, sur même, j'ai un classement, moi, de 2023 où Nice était numéro 3. Donc vous voyez, les classements peuvent être fluctuants aussi en fonction de certains éléments. Donc il ne faut pas faire du cherry picking, comme on dit, et choisir une année et être très content pour servir un objectif politique. Mais je veux dire, vraiment, il faut avoir en tête que la délinquance est multifactorielle. Et même quand on regarde les policiers sur le terrain, c'est de la fonction d'État. Les rapports disent qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de policiers, par exemple, sur le terrain. Que l'augmentation des effectifs a été très faible parce que les effectifs qui ont augmenté ont compensé les pertes. Et surtout, ça, c'est des politiques de droite, de Sarkozy au départ. Ouais. Ça a légèrement augmenté avec Hollande, mais on est sur des effectifs qui sont quasiment à égalité, alors que les besoins sont énormes. Très légèrement, 1% en 10 ans. 1% en 10 ans. Mais les policiers font de l'administratif. Ils restent au bureau. Sur le terrain, il y en a de moins en moins. Oui, c'est ça. Mesdames, messieurs, je sais, Jean-François, vous aurez le micro dans un instant, mais je vous présente mon idole. Je vous présente Claude Maluret. Je confirme. Président du groupe des indépendants au Sénat. Claude Maluret, cette émission est la vôtre. Vous venez quand vous voulez. Merci vous avez tapis rouge. Quel accueil. Dans son panthéon, vous êtes entre Bruce Springsteen et... Entre Alain Delon et Maurice Renet. Voilà. Claude Maluret, très heureux de vous avoir. Vous êtes un sacré personnage. D'ailleurs, on parlera de politique dans un instant, puisque... On murmure votre nom, vous le savez, vous l'ignorez sans doute, pour devenir peut-être ministre de la Santé d'un gouvernement Michel. Vous ne le saviez pas? Non, mon téléphone n'a pas sonné. Vous êtes président du groupe des indépendants au Sénat. Vous êtes médecin, vous avez été président de Médecins sans frontières, vous avez été secrétaire d'État aux droits de l'homme, vous avez été à 18 ans 68 arts, Exactement. Voilà, 68 arts. Vous vous êtes peu à peu éloigné de la gauche, c'est là que vous devenez intéressant pour notre sujet de maintenant, en découvrant le totalitarisme communiste au moment du génocide des Khmers rouges, à la fin des années 70. Vous savez, à l'époque où dans la presse française, il y avait beaucoup d'hebdomadaires et de journaux très sérieux qui disaient que Pol Pot était un type plutôt pas mal. Vous vous souvenez de ça? Je m'en souviens d'autant plus que quand je suis rentré des camps de réfugiés du Cambodge, j'ai été interviewé sur la première chaîne, enfin l'une des seules chaînes de télévision qu'il y avait à l'époque, parce que ça remonte aux années 70, et j'ai expliqué ce que me disaient les réfugiés, c'est-à-dire j'ai expliqué ce qui se passait chez Pol Pot, que personne ne voyait puisque c'était entièrement fermé. Et le lendemain, Médecins sans frontières a reçu... moi-même et Médecins sans frontières par conséquent, on a reçu des milliers de lettres de gens qui nous traitaient d'agents de la CIA, en disant que toute la presse disait que c'était merveilleux. Que... On vous a non mais c'est magnifique. Donc on vous a traité d'agents de la CIA parce que vous avez osé dire du mal de Pol Pot, l'homme, le génocidaire qui a tué un quart de la population cambodgienne. Et quand on a fait la marche pour la survie du Cambodge, on nous a à nouveau traité d'agents de la CIA. Alors, Claude Maluret, on se fera une émission spéciale tous les trois sur le Cambodge et les Khmers rouges, mais revenons à notre sujet. Vous avez été un élu de gauche et vous vous êtes peu à peu... vous avez été un homme de gauche et vous vous êtes peu à peu... vous avez pris vos distances avec la gauche. Je vous pose la question dont nous débattons en ce moment. Y a-t-il chez les maires des grandes agglomérations françaises en ce moment, les maires écologistes comme à Bordeaux ou à Grenoble, les maires socialistes, y a-t-il un déni de la question matricielle et centrale de la sécurité des populations? Je pense que c'est un déni qui dure depuis longtemps. Je pense que le déni sur la sécurité, il n'est pas seulement celui des maires de gauche, il est celui d'une bonne partie de la gauche en général.
Et encore plus depuis qu'elle est devenue la carpette de l'extrême gauche, qui à la limite est ravie des problèmes d'insécurité et de tout ce qui peut déstabiliser. Donc, et comment vous l'expliquez, ce déni qui dure depuis des années selon vous? Je sais pas. Je sais pas. Je vais vous dire, quand j'ai été élu maire de Vichy, j'ai immédiatement, c'était dans les années 80, installé des caméras de sécurité. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, les maires qui installaient des caméras de sécurité étaient honnis. J'ai dans mon conseil municipal eu immédiatement, c'est le fascisme qui arrive. Enfin, vous connaissez ça corrobore les souvenirs d'Éric Brunet. Voilà, il y a une vulgate, il y a une vulgate française, il y a un historique français qui fait qu'il vaut mieux être pour Robespierre que pour Tocqueville. Oui. Et c'est une sorte de surmoi de l'historiographie française, et d'ailleurs qu'on trouve chez les historiens eux-mêmes, dans une très très grande majorité. Il y a très très peu d'historiens qui sont pas pendant un siècle pratiquement qui n'ont pas été Robespierre. C'est ce surmoi qu'on traîne depuis la Révolution. Quand on est de gauche, c'est plus cool. Voilà, c'est pas cool de faire des places de prison. C'est pas cool d'acheter des caméras de vidéosurveillance quand on est de gauche. Voilà, on promeut la fête de la musique. Bon, j'ai un tantinet caricaturé. Bon, mais enfin, on a le droit de temps en temps. Bon, Akili n'a pas parlé et Thomas Porcher, vous aurez la parole dans un instant. Pour compléter ce que disait Claude Malhuret à l'instant, c'est vrai que c'est une approche idéologique, en réalité, cette histoire. Quand vous êtes de gauche, vous n'avez pas envie d'armer vos policiers, vous essayez de passer par la case sociale. Ceux qui décrivent Grenoble aujourd'hui vous disent que vous avez un centre-ville boboisé, et les quartiers, c'est ce que disait notre témoin sur BFM TV aujourd'hui. Il y a 2 Grenoble. Les quartiers sont laissés à l'abandon. Il n'y a plus de force de police, plus assez pour gérer, pour endiguer une violence qui va de manière croissante. Je rappelle quand même qu'avant 2014, avant l'arrivée de monsieur Éric Piolle, il y avait déjà des phénomènes de mafia depuis toujours, historiquement, dans cette ville qui est située entre, on va dire, entre Lyon, l'Italie et Marseille. Mais depuis qu'Éric Piolle est là, vous l'avez bien fait de rappeler qu'il voulait supprimer les caméras vidéo, il y a renoncé, mais il n'a pas armé sa police municipale. Ça ne résout pas tous les problèmes, mais ça traduit une idéologie qui s'appuie aussi, cette idéologie, sur un clientélisme électoral. Mais je rappelle que la ville il faut quand même rappeler que c'est un agent d'entretien qui a été tué, pas un policier municipal. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est que la montée de la violence, la présence, il l'a dit, Éric Piolle d'ailleurs, il le dit, or c'est effectivement extrait assez maladroit, mais il dit autre chose. Il reconnaît qu'il y a une explosion de la violence. Il n'y remédie pas spécialement, pas spécifiquement, mais il reconnaît qu'il y a un énorme problème avec la multiplication des armes à feu qui circulent de plus en plus dans les grandes villes. On a des chiffres là-dessus, Éric, qui ont été confirmés par le procureur. 19 épisodes de violence avec armes à feu depuis le début de l'année 2024 à Grenoble, soit le 10e depuis le 30 juillet dernier. Mais regardez ce que fait David Lisnard-Akan pour conclure. Il a armé sa police municipale. Vous savez, les experts disent qu'il y a une forme de militarisation des polices. C'est un phénomène mondial. On voit ce qui se passe avec les SWAT aux États-Unis, tous les autres services. Aujourd'hui, il y a une forme de militarisation, y compris dans les grandes communes, souvent de droite, on va le dire, avec des polices municipales extrêmement entraînées, extrêmement armées. Vous avez un phénomène même de policiers nationaux qui vont vers des municipales où ils sont mieux payés et mieux équipés. Et c'est peut-être un début de réponse très concrète, très réaliste au phénomène de montée de la violence. Si je peux ajouter quelque chose, je pense que c'est pas malheureusement, c'est pas que le problème des maires de gauche. Je pense que si on regarde la situation sur un plan historique, vous en parliez tout à l'heure, tout au long du XXe siècle, pendant un siècle, les violences physiques, en dehors des guerres bien entendu, les violences physiques dans nos pays démocratiques ont considérablement baissé, y compris les violences par arme à feu, considérablement baissé. Et puis depuis le début du XXIe siècle, elles sont en train de remonter, et de remonter significativement, pas en France seulement, dans tous les pays. Il y a plusieurs raisons à cela, mais l'une des raisons majeures, et qui va être pour moi le problème essentiel de notre société, essentiel, il y en a beaucoup de problèmes, mais c'est le trafic de drogue, les productions de drogue ont entraîné, de la même façon que la multiplication des conflits, ont entraîné une dispersion des armes
partout, et notamment dans toutes nos sociétés, pas seulement aux États-Unis, mais en France aussi. On vient de le voir, Grenoble, c'est un exemple. Les sommes mises en jeu, les conflits entre les gangs, etc., sont en train de participer à l'efflorescence des armes un peu partout, et par conséquent, au combat et au conflit avec ces armes. Et nous allons avoir... Regardez aux États-Unis aujourd'hui, nous allons avoir ce problème majeur, non pas seulement de sécurité, mais de drogue, sur lequel, qu'on soit à gauche ou à droite aujourd'hui, on sous-estime la gravité. Mesdames, Messieurs, restez avec nous. Dans un instant, cette question, Marine Le Pen tient-elle sa revanche ? Elle, qu'on disait finalement avoir réalisé une contre-performance, son parti en tout cas après le second tour des législatives. Je fais partie de ceux qui pensent que oui, elle tient sa revanche, même si elle a dit hier « je ne suis pas la DRH de Macron ». On a le sentiment qu'elle l'est un tantinet. Voilà, restez avec nous et vous saurez dans une poignée de secondes si Claude Malhuret, qui vient de parler, sera le ministre de la Santé de la République française dans quelques heures. A tout de suite. Liberté, égalité, Brunet. Éric Brunet et Alice Darfeuille. Rebonsoir Alice, vous allez bien ? Bonsoir Eric, ça va et vous ? Fort bien. Nous avons Patrick Vignal et ses chemises à fleurs, ancien député Renaissance qui amène le soleil sur cette émission. On est vraiment dans le cliché du Sud là. D'ailleurs c'est insupportable. Non. La chemise à fleurs, l'accent. Le Sud, ce sont des femmes et des hommes debout et courageux, Éric Brunet. Venez en Occitanie, on vous invite. Un Corse est là, Jean-François Aquili, éditorialiste politique. Bonsoir Jean-François. Un réac est là, Tugdual Denis, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Moi, j'ai pas le droit à une dénomination régionale, quoi. C'est catalogué. Un réac breton. Voilà, j'ai tout le monde par les régions. Un économiste et essayiste de gauche, Thomas Porcher. Mais jouez pas de gauche, pas tant que ça. Ça veut plus rien dire de gauche. Quelle région, Thomas Porcher ? Paris. Voilà. Parigo. Et Claude Malhuret, mesdames, messieurs, je l'ai dit, je le redis. C'est dit avec beaucoup de gêne, Thomas Porcher. Oui, c'est vrai, on n'assume pas trop d'être parisien. Claude Malhuret, donc président du groupe des indépendants au Sénat, et mon idole, Claude Malhuret, je le dis clairement, vous êtes mon idole. Voilà. Et Auvergnat, puisqu'on parle des régions. Voilà. Je tiens à dire d'ailleurs que tout à l'heure, si vous n'êtes pas sage, nous rediffuserons une de vos célèbres vidéos, une prise de parole au Sénat pendant le Covid. Vous avez, mais littéralement, comment dire les choses gentiment, défoncé. Bien taclé. Taclé sévèrement les complotistes de tout genre et les antivax. Je repasserai un petit extrait. Sinon, il y en a pas mal sur Mélenchon aussi. Bon, mesdames, messieurs. Sur Mélenchon qui était sympathique. Marine Le Pen tient-elle sa revanche ? Je vais vous raconter une anecdote que vous connaissez sans doute. Jeudi matin. On répétera pas. Michel Barnier, c'est entre nous, personne ne nous écoute. Michel Barnier n'est pas encore Premier ministre. Jeudi matin, tout se passe bien. Emmanuel Macron a déjà parlé à Marine Le Pen par l'intermédiaire de Thierry Solaire, ou peut-être directement. Il a compris qu'elle ne censurerait pas, a priori, d'emblée, Michel Barnier et son gouvernement. Tout va bien. Et que se passe-t-il ? France Inter invite le député Jean-Philippe Tanguy, qui vient un peu en mode « je suis libre ». Et voilà ce que dit Jean-Philippe Tanguy. Il dit « Monsieur Barnier est non seulement un fossile, mais fossilisé de la vie publique. Tout ce qu'il a pu faire est un échec, même au niveau européen. » Et c'est que le début, parce qu'il va un peu plus loin, même dans la... Mais il dit que c'est l'un des hommes les plus stupides de la Ve République. Voilà, il dit que c'est un des hommes les plus stupides de la Ve République. Là, Macron entend France Inter, où on lui répète, et il dit « catastrophe, je croyais que Marine Le Pen était disposée à ne pas le censurer. Il prend peur. Il appelle Marine Le Pen, ou il l'a fait appeler par Thierry Solaire, on n'est pas sûr. Il appelle Marine Le Pen, et là, il lui dit « mais alors, je comprends pas. Vous étiez OK avec Barnier, et là, votre Jean-Philippe Tanguy est en train de l'attaquer. » Et Marine Le Pen dit « je vais engueuler Jean-Philippe Tanguy. Je ne veux pas changer de position sur la question Barnier. Barnier ne sera pas censuré par le Rassemblement national, a priori. » Elle le lui confirme, et dans la journée, Emmanuel Macron nomme Michel Barnier à Matignon. Voilà l'histoire. D'où, regardez ce petit titre que vous voyez en bas, Barnier à Matignon. Est-ce que finalement, c'est la revanche de Marine Le Pen ? Oui, non mais on voyait bien, enfin, même si on ne connaissait pas toute cette histoire que je découvre et qui a été très bien racontée, pour regarder ce que défend politiquement M. Barnier, que je ne connais pas, qui a l'air fort sympathique, qui a des joutes, un petit peu comme vous d'ailleurs, très, très maline. Mais la politique qu'il a défendue pendant la primaire de droite, c'était réduction des déficits par coupe de la dépense publique. Ça ressemble très fortement à ce que Macron veut faire.
Puis il avait une touche, et il la met en avant comme une politique de rupture, avec un moratoire sur l'immigration et aussi la question de l'autorité qui mettait au devant. Donc là, on voit très bien que c'est un homme qui est un trait d'union entre la Macronie d'origine de 2017 de Macron, avec le cadre budgétaire serré, et Marine Le Pen avec les questions de l'immigration et de l'autorité. Donc il est vraiment au centre des deux. Elle a été interrogée hier sur le terrain à Hénin-Beaune, Marine Le Pen, sur cette bienveillance à l'égard de Michel Barnier. Elle ne la nie pas, tout en disant que ça impliquerait une forme de surveillance et tout en gardant ses distances avec le président. Écoutez. Je n'ai pas choisi le Premier ministre, je ne suis pas DRH d'Emmanuel Macron et par ailleurs je pense que seul un Premier ministre du Rassemblement national peut mettre en œuvre le projet du Rassemblement national. Bon, je considère que monsieur, comme beaucoup de Français, que monsieur Barnier est un homme respectueux, mais je n'oublie pas tout de même qu'il a fait l'intégralité de sa carrière dans une famille politique qui n'a fait que décevoir les Français par rapport aux promesses qui ont pu être faites par cette famille politique. Donc le fait de dire que le gouvernement est sous surveillance n'est pas une menace, c'est un fait arithmétique. Et je crois que M. Barnier comprend cette arithmétique. Claude Manuret, franchement, bon, vous ménagez un gouvernement pour lequel vous avez des sympathies, je peux l'entendre, mais cette petite phrase-là, Barnier à Matignon, la revanche de Marine Le Pen, oui, elle est vraiment la DRH. Fonctionnellement, Emmanuel Macron a demandé l'autorisation, vous pouvez tourner le problème dans tous les sens, a demandé l'autorisation à Marine Le Pen de nommer Barnier à Matignon. Elle est la DRH du gouvernement. Vous l'avez rencontré hier, Michel Barnier. Vous avez été reçu à Matignon. Et il vous a parlé de ça, de la manière dont les choses se sont passées? Absolument pas, parce que par les temps qui courent, il a plutôt tendance à vouloir parler de ce qui va se passer, et donc un peu moins de temps pour parler du passé. Mais vous êtes revenu sur les étapes précédentes. Mais si on veut vraiment comprendre la situation, il faut revenir en arrière. Parce que pour Marine Le Pen, vous parlez de revanche, moi je dirais c'est une divine surprise. Si on en est là, c'est pas Marine Le Pen qui a décidé de cette situation, c'est Jean-Luc Mélenchon. Enfin, capter toute la gauche qui est désormais la carpette de Mélenchon, la carpette de LFI, ils se sont tirés une énorme balle dans le pied. Il a réussi à faire croire le mythe selon lequel ils étaient majoritaires alors qu'ils ne sont pas majoritaires. Et il a réussi à nous présenter Madame Lucie Castet, jamais élu nulle part, comme un puissant génie de la politique, aux côtés de laquelle messieurs Bertrand, Cazeneuve ou Barnier sont que de la crotte de bique, et que si par hasard c'était pas elle qui était nommée, tout Premier ministre serait censuré. Bon, depuis ce qui s'est passé, la gauche ne cesse de hurler. C'est pour ça que je suis pas tout à fait d'accord avec vous. La gauche ne cesse de hurler en disant c'est Marine Le Pen qui fait désormais qui peut menacer de censure, etc. Si on en est là, c'est pas parce que Marine Le Pen est plus forte aujourd'hui qu'il y a 2 mois. C'est simplement parce que la gauche s'est tiré une balle dans le pied, et se sont rendus compte à posteriori que ça leur faisait très mal, et il faut qu'ils trouvent un responsable. Ils veulent surtout pas Claude dire qu'ils sont responsables, et ils disent maintenant c'est Le Pen qui est c'est la collusion entre Le Pen et Macron, etc. Mais vous pensez pas qu'il y a des électeurs qui se disent quand même comment on a pu nous demander de faire barrage au Rassemblement national et quelques jours après demander à Marine Le Pen de valider le choix du Premier ministre? Je pense. Non mais je veux dire, est-ce que ce raisonnement-là, vous l'entendez? Vous avez aujourd'hui... Non, vous avez une situation... Regardez, on est d'accord, la situation, elle n'a jamais été aussi compliquée. Macron, il l'a pas fait de coup de fil secret. Il a reçu tout le monde à l'Élysée. Il a reçu Marine Le Pen et Bardella à l'Élysée. Il leur demande quelle est leur position, comme il a demandé à la gauche, comme il a demandé à l'extrême gauche, etc. Il a reçu tout le monde. Et il essaye de voir. Marine Le Pen n'est pas plus la DRH que ne l'a été la gauche en disant nous censurerons tel ou tel ministre. Il est obligé de faire ça. Il est obligé de consulter tout le monde. Quand il consulte tout le monde, il s'aperçoit qu'il y en a un qui a une chance
de ne pas être censuré immédiatement, que ce soit par Marie. On parle de la censure de Marine Le Pen, mais les autres ont annoncé que de toute façon, ils censureraient tout le monde. Mais est-ce que Par conséquent, il dit le seul qui a une petite chance de survivre à la motion de censure, c'est elle. Moi, je trouve ça, c'est son boulot. Il a fait le job. Il est formidable, Maluret. Hein. C'est mon idole. C'est mon idole, vous aussi. Il sera invité tous les soirs ici. Bon, Akili, j'ai une question d'une pertinence remarquable. Est-ce qu'il n'est pas dans l'intérêt de Marine Le Pen de jouer je suis gentille avec Michel Barnier, parce qu'elle pourra, comme ça, après quelques mois de relative coalition, entre guillemets, amicale avec Michel Barnier et son gouvernement, elle aura une petite médaille qui dit, vous voyez, on a pu être des auxiliaires de la Macronie, etc., au nom du sens commun, au nom de l'intérêt citoyen de se sortir de ces méandres complexes. Et donc, nous avons su être raisonnables. Nous sommes l'extrême droite. Nous avons mis des gens dans des camps. Non, regardez comme nous avons été convenables lorsqu'on nous a associés à l'exercice du pouvoir pendant quelques mois avec Michel Barnier. C'est peut-être son intérêt de la jouer raisonnable. Je vais vous répondre en deux temps. D'abord, oui, vous n'avez pas tort là-dessus, Éric Brunet, parce qu'au fond, en étant pleine de mansuétude et patiente à l'égard de Michel Barnier et du gouvernement qu'il va former, c'est vrai qu'elle montre un air de respectabilité. Elle est au fond une sorte de responsable politique qui écoute les attentes des Français. Attention, avec un risque quand même, c'est de ne pas être aussi peut-être tenu co-responsable en cas d'échec, un éventuel échec de la politique de Michel Barnier. Elle a dit autre chose hier, et je suis d'accord avec vous sur la revanche de Marine Le Pen. C'est vrai qu'on s'est promené tout l'été aux côtés de Lucie Castet pendant les Jeux Olympiques, et on se retrouve avec Marine Le Pen à la sortie. Elle dit autre chose de très important. Elle dit « ça ne tiendra pas ». Il est évident, elle l'a dit à Hénin Beaumont, il est évident que d'ici un an, nous aurons de nouvelles élections législatives. C'est ce qu'elle déclare. Donc Marine Le Pen nous apprend qu'elle a donné un CDD, c'est dans son esprit, à M. Barnier pendant un an, et puis elle l'envisage d'appuyer sur le bouton d'ici un an. Qu'est-ce qu'elle exige entre-temps ? C'est que Michel Barnier et le gouvernement accèdent à une demande très importante à ses yeux, c'est le passage pour les législatives au scrutin proportionnel à un seul tour, peut-être même, ça n'est pas dit, avec une prime majoritaire. Pourquoi dit-elle ça, Marine Le Pen ? Parce qu'elle se dit, au fond, on va durer un an comme ça. À la fin, j'appuie sur le bouton, on sort M. Barnier, on aura la proportionnelle, on raz-de-marée du Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y a derrière un impensé ? Je rappelle que le 30 septembre débute le procès de Marine Le Pen et du Rassemblement national sur les assistants parlementaires européens, avec une menace fantôme qui la concerne pour 2027, malgré le jeu des appels, d'être disqualifiée en cas de condamnation et d'inéligibilité pour la dite présidentielle, si elle précipite le calendrier. Et pourquoi pas ? Est-ce que c'est une information ? Je ne pense pas. Est-ce que c'est dans une stratégie ? Pas sûre. Mais ça pourrait, en plus, matcher avec le procès. Il y a un autre Éric Brunet, 2012, premier mandat, 6 députés Rassemblement national. Aujourd'hui, il y en a 126. On ne peut pas se poser des questions, nous les politiques. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait de bien ? Moi, je vous amène dans mes territoires ruraux. Les gens vous disent, vous nous avez abandonnés. Mais pourquoi vous raisonnez comme ça ? Pourquoi vous raisonnez comme ça ? Mais parce que simplement, ça fait 15 ans que je suis sur le terrain et que j'entends des choses... Vous continuez à considérer que des votes RN, ce sont des votes sanctions contre les autres. Mais pas du tout. Il y a des gens qui adhèrent aux idées du RN et qui se disent pas « je vais sanctionner la gauche ». Voilà, il y a des gens qui sont... Voilà, donc ils adhèrent aux idées du RN. 50% des gens qui votent RN, ce sont des gens perdus qui vous disent « c'est pas notre monde, c'est le vôtre ». Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, mes copains de gauche me disaient « mais toi, tu seras élu à vie, puisqu'au second tour, tu es face au RN et il y aura un front républicain ». La troisième des choses aujourd'hui, et je vais assumer. Vous avez été battu. C'est pas grave, c'est la vie, j'ai pas été bon. Je serai meilleur la prochaine fois. Vous savez, au judo, quand je perdais un combat, la fois après, je gagnais la finale. Mais je vais être plus sérieux, Éric Brunet. Le vrai débat qu'on a aujourd'hui, qui veut que la France marche ? Jean-Luc Mélenchon, Claude l'a dit, il n'a aucun intérêt, il veut le chaos. Olivier Faure, qui aujourd'hui est sous muselière de Mélenchon, il est aussi candidat, Olivier, à la présidentielle. Fabien Roussel, qui fait du bien à la présidentielle, sera candidat. Et même Marine Tondelier, ils sont tous fous. Ils sont tous sur 2027. Et même chez moi, dans mon camp,
et je ne mets pas d'opprobre sur C'est quoi votre camp? C'est quoi votre camp? Ben, moi, je suis dans une majorité. Ouais. Moi, j'ai toujours été décalé d'Emmanuel Macron, mais aujourd'hui, je le défends. Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué ce qui se passe. Et je vais vous dire une chose. Moi, ce n'était pas mon candidat, Michel Barnier. Il y a un mot que j'ai aimé, c'est conciliateur. Parce que la classe politique, et j'apprécie les vidéos de Claude Malhuret, ne sait pas ce que c'est un compromis. Vous ne faites pas du compromis avec votre famille, avec vos amis, et votre employeur. Oh, Qu'est-ce qu'on faisait beaucoup avec Alice. Hein. Surtout avec Alice. Bon, qu'est-ce qu'on fait comme compromis tous les deux, hein? Qu'est-ce qu'a fait la classe politique? Moi, quand je suis avec François Hollande, on était 350. Ouais. On s'en foutait qu'il y ait des frondeurs, on appuyait, ça marchait. Il faut changer la méthode de travail. Peut-être Vous ne pensez Michel pas que Barnier... Hollande a une responsabilité Mais là-dedans? tous. Bon, les amis, bon, très bien, ok, vous avez fait un seul en scène, oui, je suis d'accord avec ça, mais enfin, j'ai l'impression que vous voulez être réélu député, là, vous êtes candidat à rien. Moi, je suis heureux le lundi soir quand je suis avec Alice et Éric Brunet. Il fait passer des messages. Nous allons maintenant, monsieur le futur ministre de la Santé, à force de dire ça sur BFM ce soir, Emmanuel regarde, je lui portais malheur. Voilà. Je lui portais malheur. Il ne fallait pas que ce soit dévoilé. Non, je voudrais qu'on parle d'immigration parce que dans ce gouvernement Barnier et Alice, peut-être qu'il pourrait y avoir, comme à l'époque de la droite, vous vous souvenez, un ministère de l'immigration. Alors, c'est une information qui a été donnée par nos confrères de France Info, mais qui a été démentie par Matignon. Non, pas démentie. Sans être totalement exclu. Voilà ce qui a été dit. Le Premier ministre se méfie des effets d'annonce et veut traiter avec sérieux le sujet de l'immigration. Sur la méthode, comme sur les contours de cette politique très importante pour les Français, il réfléchit aux moyens les plus efficaces pour obtenir des résultats. C'est pas ce qu'on appelle totalement exclure cette hypothèse. Le Rassemblement national, signe qu'ils suivent très attentivement ce qui se passe à Matignon, a déjà réagi en la personne de Jordan Bardella qui dit « Le ministère de l'immigration, ça existe déjà, ça s'appelle le ministère de l'Intérieur et ce qu'il faut, c'est surtout une politique de fermeté avec quelques mesures à la clé. Ce ne serait pas totalement surprenant, vu le parcours de Michel Barnier, la mise en place d'un ministère consacré à l'immigration. En tout cas, mais c'est vrai, pardon, hein, je remets... Non, je rajoute... Vous doublez par la droite. Je rajoute, vous êtes doublé sur votre droite, je rajoute que Barnier, il parle souvent d'immigration. On lui tend un micro, à plusieurs reprises, je l'ai vu, voilà, il faudra s'occuper de ça, et de politique migratoire, alors qu'on ne lui demande pas. Le Barnier de 2024, le Barnier de 2021 aussi, celui qui était candidat à la primaire de la droite, un peu moins le Barnier de 1980, de 1990, de 2000, mais bon, je pense que c'est quelqu'un qui s'est effectivement converti au réel. Il n'y avait pas les problèmes liés à l'immigration qu'il y avait en 1980. Vous pourriez vérifier, vous pourriez checker s'il a un abonnement à Valeurs Actuelles, vous pourriez regarder ça. Écoutez, ça nous intéresse, c'est purement journalistique. Je vérifierai, mais je ne vous transmettrai Qui a opéré cette droitisation de Michel Barnier? Et puis il y a plein de gens de gauche aussi qui lisent Valeurs Actuelles. Non mais la réalité, c'est que l'immigration, c'est dur à dire, c'est surtout dur à entendre, mais c'est la mère de toutes les batailles, parce que quand on est de droite et qu'on est un peu honnête, c'est lié à la délinquance, c'est lié aussi au sectarisme. Michel Barnier arrête pas de dénoncer le sectarisme. Pourquoi la droite en général, le Rassemblement national et le Front national en particulier sont à la marge du débat public? C'est parce que le Rassemblement national est un parti très dur sur l'immigration, et que être très dur sur l'immigration, ça vous rend de facto dans le camp des intolérants, le parti de la haine, etc. Toute cette moralisation de la vie politique à laquelle on a assisté depuis 40 ans, elle est due à un seul sujet, c'est celui de l'immigration. Encore aujourd'hui, vous parlez d'immigration et délinquance, il y a des gens qui vont dire non, on peut pas dire que ça a un lien, alors qu'à partir du moment où il y a un seul immigré dans une prison en France, ça a un lien. Quelles sont les solutions? Parce que là, on fait un moratoire on fait un moratoire contre l'immigration, très bien, et après on fait un référendum contre l'immigration, et après il y a un tiers de l'immigration, c'est des gens d'Europe. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est un dossier européen. Un tiers d'immigration. Thomas Porcher, un tiers d'immigration, c'est des étudiants qui ont une immigration choisie. Nous, on n'aurait pas le droit d'avoir nous, on n'a pas une immigration choisie. Ah bah non. On n'a pas une immigration choisie. Il y a un emploi sur 5 qui est interdit aux immigrés. Non mais attendez. Thomas Porcher, on subit une immigration, notamment. Le flux migratoire 0,3%. Mais bon, si vous voulez. Du nord de l'Afrique, il y a énormément d'immigration algérienne et marocaine en France. Vous me l'accorderez? Oui, 50%. Et on a une convention avec l'Algérie que Édouard Philippe lui-même a dénoncé il y a quelques mois maintenant dans le Point, et dont je pense que Michel Barnier va s'attaquer, qui fait que c'est très facile pour un Algérien d'obtenir un visa pour venir en France. On subit cette immigration. Mais ça changerait quoi? L'immigration, un ministère là-dessus, ça changerait quoi, Thomas? Un effet d'annonce. On l'a vu sous Nicolas Sarkozy avec M. Besson, ça a changé énormément de choses.
pas grand-chose à mon avis, mais bon. L'immigration, pareil, elle est multifactorielle, elle est due à notamment des langues que l'on peut parler. En Afrique noire, on parle français, c'est une ancienne colonie. C'est pareil pour les pays du Maghreb. Mais les Italiens parlent pas français, mais ils partageaient la même religion et un socle. C'est une situation géographique, également. Mais vous regardez par exemple l'Espagne, elle a une immigration beaucoup plus forte des pays d'Amérique latine parce qu'ils parlent espagnol. Donc c'est quand même... Et après, je veux dire, faut pas penser... je veux dire, aujourd'hui, par exemple, il y a eu souvent, dans votre journal, des gens qui ont parlé des pompes aspirantes, du modèle social qui aspirerait les étrangers. Il y a un tiers des Français qui ne demandent pas le RSA parce qu'ils ne savent même pas comment ça fonctionne. Vous pensez vraiment, sincèrement, qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas moi, au Congo-Brazzaville, qui connaît le modèle français mieux qu'un Français et qui va traverser la moitié de l'Afrique, plus l'Atlantique, pour avoir un RSA qui ne pourra avoir qu'au bout de 5 ans, qui ne pourra avoir qu'au bout de 5 ans. Qui ne pourra... migrants, évidemment. Bien sûr que non, puisqu'il ne pourra l'avoir qu'au bout de 5 ans. Évidemment, pour des faux demandeurs d'asile afghans qui préparent des discours pour une fausse immigration, non pas mais pour échapper à la pauvreté de leur pays ou au contexte politique. Mais c'est vrai que Claude Maluret, vous qui avez fait... du monde. Vous qui nous avez expliqué tout à l'heure que sur la question sécuritaire, la gauche était parfois naïve. Vous diriez la même chose sur la question de l'immigration? Je me souviens quand même on en parle tout le temps, il y a des mois et des mois, la première ministre danoise social-démocrate qui avait dit à des migrants originaires de Syrie, mesdames, messieurs, vous venez d'une zone de la Syrie qui n'est pas en guerre, rentrez chez vous, le Danemark ne veut pas de vous. Première ministre de gauche. On n'est pas tout à fait sur cette critériologie, nous, en France. Enfin, la gauche française. Moi, je vais vous dire, je ne suis pas souvent d'accord avec Jordan Bardella, mais sur ce sujet, je trouve que sa réponse et son tweet de cet après-midi n'est pas idiot du tout, et je ne suis pas loin d'être d'accord avec lui. Il dit quoi cet après-midi? Il dit dans ce tweet qu'il n'y a pas besoin de ministère de l'immigration. Il y a déjà un ministère de l'immigration, c'est le ministère de l'Intérieur. Il faut une politique de fermeté. Parce que c'est un peu plus compliqué. On le voit ici à l'écran. Mais je crois que c'est intéressant. Premièrement, est-ce que l'idée du ministère de l'immigration est totalement idiote, stupide, etc. Quand on voit d'abord la situation, deuxièmement les sondages où l'immigration apparaît avec le pouvoir d'achat, la santé, l'éducation, parmi les 4 ou 5 thèmes des Français, on peut se dire il n'y a pas de raison de ne pas faire un ministère de l'immigration. Le problème, c'est que ce ministère il faut être pragmatique, ce ministère de l'immigration, il a déjà existé. Vous en parliez d'ailleurs. Il a existé pendant 3 ans. Et on s'est aperçu au bout de 3 ans que ça ne servait à rien. Donc c'est plutôt pour ça que je serais, pas sur le principe, mais que je pense que c'est peut-être une fausse bonne idée. Et notamment, et là je ne sais pas tout à fait ce que dit Bardella, c'est que l'immigration, ce n'est pas le ministère de l'Intérieur. L'immigration, c'est 3 ministères minimum. C'est les affaires étrangères, bien entendu, pour les visas, etc. C'est le ministère de l'Intérieur pour la situation en France. C'est le ministère des Affaires sociales, puisque évidemment, l'immigration pose pour l'intégration un problème social. Et on s'aperçoit que le jour où on crée un ministère de l'immigration, il n'a évidemment pas les administrations on ne peut pas transférer ces administrations de l'intérieur, des affaires étrangères et des affaires sociales dans un ministère. Et donc, c'est un ministère de la parole, et de la com. Et on s'est aperçu au bout de 3 ans que ça n'avait servi à rien. Donc, je pense que ce serait la même chose. C'est la raison pour laquelle moi, je ne suis pas contre le principe, parce que c'est un sujet majeur. Mais le problème, ce n'est pas de créer un ministère, c'est de prendre des décisions. Vous avez pris des exemples. Moi, je prendrais l'exemple des OQTF. Les OQTF, il n'y a pas besoin d'un ministère de l'immigration. Les accords avec l'Algérie et tout, il faut avoir du courage dans un certain nombre de domaines de politique extérieure. Je trouve que Darmanin, et d'ailleurs les OQTF ont beaucoup augmenté depuis quelques temps, il l'a dans une certaine mesure, mais il faut aller beaucoup plus loin. C'est pas un problème Un ministère de l'immigration, c'est aussi une façon de dire... regardez au Canada, un Canadien sur 4 n'est pas né au Canada. C'est une façon de dire. L'immigration est une donnée importante pour la République française. On la promeut, mais on la promeut intelligemment et on lutte en même temps contre l'immigration clandestine. C'est pas forcément. C'est pour ça que je dis que c'est pas une mauvaise idée, mais dans la pratique, c'est extrêmement compliqué parce que le ministère de l'immigration n'a pas la force de faire la cohésion entre les 3 ministères principaux qui s'en occupent. Et par conséquent, je pense que, et d'ailleurs, la preuve, c'est que dans les faits, pourtant Hortefeux n'était pas. Et Gérald Darmanin, vous pensez qu'il devrait rester ?
Vous aimeriez qu'il reste? Oh, écoutez, j'ai pas d'idée par rapport à ça. Je trouve que Darmanin était un excellent ministre. Mais c'est impossible qu'il reste à l'intérieur. Bon Mon salaire annuel qui restera pas à l'intérieur. Que Darmanin restera pas. Il paraît qu'il faut pas tomber dans le Je pense aussi. Patrick Vignal, quand est-ce qu'on aura en France il restera peut-être, mais pas à l'intérieur. Une gauche qui dira il faut maîtriser les flux migratoires dans la grande démocratie qu'est la France. C'est quelque chose de très important. Et, on a l'impression que quand on est de gauche, il ne faut surtout pas prononcer le mot immigration. Pourquoi vous en voulez à mes copains de gauche? Mais parce que j'aimerais qu'ils soient un peu plus réalistes. Parce qu'il y a ma circonscription, il y a beaucoup d'agriculteurs, de viticulteurs. Si vous n'avez pas d'immigration, vous mangerez plus de pommes cerises et des salades. Mais c'est pas le sujet. Si, monsieur. Allez dans les EHPAD, non, mais le sujet, c'est d'aller porte de la Chapelle, c'est pas d'aller avec des gens qui ramènent des fraises. Attendez, mais c'est quoi l'immigration? Moi, je suis désolé. Oui, c'est le seuil de... La gauche avait un souci avec l'immigration comme avec la sécurité. Une gauche bisouneuse. Les Français nous l'ont dit, s'il y a 11 millions de personnes qui votent Front National, ils ne sont pas tous racistes. Il y a 50% qui sont en colère. Moi, le vrai débat, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec les pays... L'Algérie, la Tunisie, le Maroc, quelqu'un étranger sur notre sol et qui est en infraction d'être renvoyé. Je suis allé visiter le centre de rétention à 7. 25 places. On met les OQTF, on les ramène en Algérie, ils les veulent pas, on les ramène en France. Et ça coûte un billet d'avion. L'immigration, ces gens... C'est même pas la peine de les amener. Ils montent même pas dans l'avion. Non, mais il faut que ce soit au niveau international. Il faut qu'on ait des accords avec les pays. Pour aller en Algérie, ils montent même pas dans l'avion. Les autorités algériennes n'en veulent pas, c'est ça. Les autorités algériennes n'en veulent pas. Si le capitaine, le pilote, le commandant de bord, merci beaucoup. Ça peut servir. Si le commandant de bord, ça crée trop de remue-ménage entre guillemets. Décolle pas. Et il passe pas qu'il décolle pas, c'est qu'il exige de la police que la personne qui doit être expulsée soit sortie de l'avion. Il y a énormément de recours mais possibles. C'est sur ça qu'il faut travailler. Moi, je vous retourne à vous et à Thomas Porcher, quand même, votre analyse. Ok, alors vous dites, il n'y a aucun problème d'immigration. Il n'y a pas de problème d'assimilation dans ce pays? Non, vous n'avez pas l'impression... Alors là, c'est un autre débat. Ah oui, mais vous voyez, c'est ça. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a un certain nombre d'immigrés à qui on n'arrive pas à inculquer l'amour de la France, à qui on n'arrive pas à inculquer... Non, mais il y a même des Français qui n'ont pas l'amour de la France. Thomas, vous avez 30 secondes pour répondre. Thomas, je vais vous dire une chose. En fait, le problème, c'est ça, moi, qui me dérange. C'est que dans les débats de l'immigration, on ne peut pas avoir un débat apaisé. Parce que vous savez, il y a un sondage un jour qui a montré que les Français avaient une perception 4 fois plus élevée que l'immigration réelle. Parce que la France, elle se mélange. Et oui, il y a des Français d'origine étrangère et qui forcément... Dans un instant, les amis, n'écoutent pas la même chose que vous. Il faut qu'on s'arrête malheureusement, même si... Mais bon, il y a quand même 17% de médecins étrangers à l'hôpital. 17% de médecins à l'étranger à l'hôpital. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, dans un instant... Des informations sur la traque du tireur à Grenoble. Restez avec nous, on se retrouve dans une poignée de secondes. Liberté, égalité, Brunet. Éric Brunet et Alice Darfeuille. Mesdames, Messieurs, autant vous dire la vérité, ce soir, vous avez fait un bon choix en regardant Liberté, Égalité, Brunet sur BFM TV. Autour de la table, il y a un éditorialiste politique vaguement corse, Jean-François Aquili, bonsoir. Bonsoir. Un économiste et essayiste vaguement de gauche, Thomas Porcher, bonsoir. Ça ne peut rien dire. Vous avez un peu l'uniforme de gauche, c'est vrai que la veste à velours grosse côte, c'est très typé. Hein. Surtout la moustache très branchée. Vous avez la moustache, je l'ai depuis l'âge de 15 ans. Bon, très bien. Donc, avant que les oui. Nous avons, dans la série uniforme, chemise blanche et veste bleu marine, un éditorialiste plutôt de droite, Tuc Dual-Denis, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Et nous sommes avec un ancien député qui fut socialiste et désormais macroniste du sud de la France, qui lui n'hésite pas à porter la chemise à fleurs. Patrick Vignal, bonsoir. Nous avons également avec nous Claude Maluret, président du groupe des Indépendants au Sénat. J'ai en archive toujours des extraits des vidéos pendant le Covid, au micro du Sénat, que vous avez diffusées, qui faisaient des dizaines de milliers de vues. Vous avez sérieusement écorniflé les complotistes et les antivax. J'en passerai peut-être un extrait si vous n'êtes pas sage. Nous sommes avec Christophe Miette, secrétaire national du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Bonsoir.
Bonsoir, merci d'être avec nous et nous redevenons graves car nous allons parler, Alice, je vous ai pas dit rebonjour Alice. Rebonsoir. Rebonsoir, nous allons parler de la tragédie de Grenoble bien sûr et des toutes dernières informations concernant la traque du tireur à Grenoble qui a tiré 2 balles dans le thorax de cet agent municipal Liliane qui venait simplement apporter son aide suite à un accrochage, un accident. Ouais, son aide à des victimes de cet accident de la circulation. Le tireur est connu visiblement de la police et de la justice. C'est ce qui a été indiqué aujourd'hui par le procureur à BFM TV. Il y a des perquisitions qui ont été menées en fait hier et aujourd'hui dans des lieux dans lesquels il est susceptible d'habiter. Et l'homme est donc connu de la justice pour diverses infractions, dont des vols, violence et trafic de stupéfiants. Voilà les dernières informations de la soirée. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que plusieurs hommages ont été rendus aujourd'hui à la victime Lilian Dejean, agent de propreté donc de 49 ans. Des hommages devant l'hôtel de ville, mais aussi à quelques mètres des lieux du drame hier matin. Il y avait sur place des anonymes, bien sûr des collègues de la victime, mais aussi sa famille, notamment 2 de ses frères. Écoutez-les. D'abord mon frère. Il avait beaucoup d'amour, vous aimez tous, et vous lui donniez beaucoup d'amour aussi, que ce soit les collègues de boulot, la famille, les amis, vous êtes tous présents. Et voilà, je pense à mon frère et je l'aime. Nous aussi, on l'aime. Je tenais à vous remercier tous. Il y a eu plein d'hommages que je sais sincères. Beaucoup de monde qui est ici connaissait mon frère, d'autres ne le connaissaient pas, mais ont appris à le connaître au travers des témoignages. Les plus beaux des témoignages que vous pouvez lui porter, c'était votre présence ce soir, parce que ça nous fait chaud au cœur. Grenoble sous le choc, c'est vrai qu'il avait une sacrée personnalité, ce Lilian. Vous avez eu ses 2 frères. C'est une personne qui avait commencé au service de nettoyage de la ville, puis qui s'était, au fil des années, élevé et qui était devenu un encadrant. Je rappelle que c'est pas un policier municipal qui a été exécuté de 2 balles dans la poitrine. C'est simplement un fonctionnaire de la ville de Grenoble qui était connu pour ses activités syndicales, qui était plutôt quelqu'un décrit comme quelqu'un de très aidant, de très généreux, qui allait toujours vers l'autre et qui a ce jour-là, ce dimanche matin, voulu simplement donner un coup de main suite à un accrochage, à un accident automobile et qui a été exécuté par un homme qui a désormais été identifié. Vous avez retenu l'émotion. Moi, je voudrais retenir la colère. Regardez ce que dit par Skype, BFM TV, un ami d'enfance de Lilian. La municipalité, ils ont abandonné la ville. Moi, je n'ai pas honte de le dire. Vous allez dans tous les quartiers de Grenoble, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune association. Ils sont en train de fermer les associations une à une, les commerces de proximité. Tout ce qui était fédérateur et rassembleur, c'est en train de disparaître. Les premiers fautifs de ce qui se passe aujourd'hui, c'est nous. C'est nous parce qu'on a laissé faire. On a laissé la situation se dégrader. Vous savez, les jeunes, ils sont comme ils sont. Mais les jeunes, ils ont besoin d'être accompagnés. Les jeunes, ils ont besoin qu'on leur transmette. On ne leur a rien transmis. Aujourd'hui, je ne veux pas que la mort de Lilian, elle soit vaine. C'est la mort de trop pour moi. Je suis là, je ne vais pas faire un classement des morts. Il n'y a personne qui mérite de mourir. Mais cette mort-là, c'est la mort de trop. À quelques encablures de Grenoble, mesdames, messieurs, si vous connaissez l'Isère, il y a une petite ville tout près qui s'appelle Échirolles. Nous sommes en ligne avec Amandine Demort, qui est la maire PCF d'Échirolles. Merci d'être avec nous, madame. D'abord, avant de parler, de débattre des sujets qui nous concernent, commençons par l'émotion. Je sais que vous étiez présente à l'hommage qu'il y a eu à Lilian, c'est bien cela ? Oui, bien sûr, je me suis rendue avec beaucoup d'autres maires et élus de l'agglomération grenobloise pour rendre un hommage à Lilian. Lilian était un agent, ça a été dit, de Grenoble, de la ville de Grenoble. Il habitait Échirolles, donc c'est aussi à ce titre-là qu'on se sent très concerné. J'ai eu très beaux témoignages aussi sur Lilian, sur voilà, quelqu'un de très empathique, très aidant et très engagé aussi, puisqu'il était engagé au syndicat de la commune de Grenoble. Vous l'avez entendu, il y avait beaucoup de peine, mais aussi de la colère, notamment celle de l'un de ses amis, d'un ami de Lilian, qui dit on a laissé faire, on nous a abandonnés. Est-ce que vous dressez le même constat que celui que vous venez d'entendre ?
Alors, pas totalement, parce que là, il explique que c'est la ville qui a abandonné. Les villes n'abandonnent pas sur ces questions-là, hein. Sur la question de la violence, sur la question du trafic de stupéfiants. On travaille là-dessus. Moi, aujourd'hui, j'appelle l'État à prendre ses responsabilités aussi sur ces questions de tranquillité publique. Et c'est pour ça aussi que j'ai adressé un courrier à Emmanuel Macron pour dresser un petit peu le portrait de ce qui s'était passé cet été sur le territoire de l'agglomération grenobloise, et lui faire part des difficultés qu'on rencontre. Et c'est vraiment un appel à l'aide aujourd'hui. Amandine Demort, restez quelques instants avec nous. Christophe Miette, l'idéologie droite-gauche, dont on nous a dit qu'elle n'existait plus, hein, en matière de sécurité, elle est là. Il y a des maires de droite qui essaient d'avoir des polices municipales, qui installent des caméras, voilà. Et il y a des élus de gauche, et je ne porte pas de jugement de valeur quand je dis ça, même si j'ai une opinion. Il y a des élus de gauche qui disent l'État, la police nationale, et non pas municipale, nous a abandonnés. Vous voyez, il y a vraiment deux façons d'envisager sur le plan local la question de sécurité. N'empêche que là, il y a eu un problème, là. Il y a un constat qui est certain, sans faire rentrer directement dans la politique, je ne suis pas là pour ça, mais c'est vrai que vous avez certains maires et certaines communes qui jouent le jeu, d'autres qui ne jouent pas le jeu. La sécurité est une affaire de tous, et la sécurité a un prix, et je pense qu'il faut aller au-delà de ces clivages. Des décisions doivent être prises. Ça veut dire quoi, des maires qui ne jouent pas le jeu? À qui pensez-vous? Je n'ai pas de nom en particulier, où je me les garderai bien, hein, et je ne les dirai pas. Mais c'est vrai que sur le sujet aussi des caméras de surveillance, des maires refusent d'installer des caméras de surveillance, des maires refusent en de jouer le jeu. En 2024, il y a toujours des maires qui sont anti-caméras de surveillance en France. Vous avez des maires qui sont anti-caméra en France, vous avez des maires qui sont anti-armement de leur police municipale. La sécurité, au vu du regard de la délinquance et de la violence, de la banalisation de la violence sur le territoire qui gangrène l'intégralité du territoire français, il y a des décisions fortes à prendre pour endiguer ces phénomènes. Précisément, on va demander à Amandine Demort. Donc vous disiez, Amandine, que vous êtes maire d'Échirolles, maire PCF d'Échirolles, que vous aviez interpellé le gouvernement, que vous aussi, dans votre commune, vous observez une flambée de violence. Quelles décisions avez-vous prises à votre échelle pour essayer d'endiguer cette violence? Est-ce que, par exemple, dans votre ville, il y a des caméras de vidéosurveillance partout? Oui, je voulais revenir un peu sur ce sujet. Ça tombe bien parce que cette question de clivage gauche-droite, c'est pas toujours une réalité. Et loin de là, puisque nous, on a été la première commune en Isère à installer des caméras sur le territoire. Aujourd'hui, on en a près d'une centaine, que ce soit sur les bâtiments ou sur l'espace public, qu'on a une police municipale qui est armée depuis sa création, et nombreuse, puisque j'ai augmenté d'un tiers les effectifs depuis le début du mandat. Nous, on joue notre rôle pleinement sur les questions de tranquillité publique, mais sur la question de la lutte contre le trafic de stupéfiants, je suis désolée, les policiers municipaux ne sont pas là pour ça, puisqu'ils n'ont pas, par exemple, le pouvoir d'enquêter, et vous m'expliquerez comment ils travaillent sur la question du trafic de stupéfiants. C'est pas leur rôle, c'est le rôle de la police nationale. C'est très intéressant, madame, de pouvoir vous parler, parce que c'est ce que disait à l'instant l'ancien député Patrick Vignal, qui est sur le plateau, qui me disait discrètement: demande-lui, il y a quelque chose de tout à fait incroyable, singulier, c'est que cette maire communiste, elle est très en pointe sur la question des caméras de surveillance, vous venez de le dire, et sur la question des polices municipales armées, vous venez de le dire. Mais avouez quand même, madame, qu'à quelques kilomètres de vous, il y a Éric Piolle, le maire de Grenoble, et je ne suis pas là pour vous faire dire du mal d'Éric Piolle, mais avouez qu'il n'est pas tout à fait sur la même vision des choses que vous en matière de sécurité. On se souvient que quand il est arrivé aux affaires à Grenoble, il a démonté les caméras de surveillance et il a dit: je vais les revendre à Estrosi, le maire de Nice. Donc il y a eu toute une polémique suite à ça. Et certains syndicalistes policiers n'hésitent pas à dire que c'est plus difficile de travailler avec les maires de grandes villes écolos. Je ne suis pas là pour juger ce que font mes collègues. Moi, ce que je peux témoigner, c'est quand même les caméras, nous, on l'utilise pour nous, c'est complémentaire sur le travail qu'on mène sur le terrain. C'est pas magique, hein, ça ne règle pas les problèmes non plus. Hein.
On a des points de deal sur le territoire, à l'endroit même où on a des caméras. Ça aide le travail d'enquête pour la police nationale, mais ça ne règle pas tout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je demande le retour de la police de proximité, d'un commissariat de plein exercice sur le territoire. On a besoin de retisser ce lien police-population qui s'est rompu ces dernières années et de retrouver de la présence humaine sur les quartiers. Ça, c'est important aussi. Nous sommes avec Claude Maluret, président du groupe des Indépendants au Sénat, parlementaire bien connu pour le fait qu'il n'a pas de langue de bois. Claude Maluret, vous êtes une ancienne personne de gauche. Mai 68, vous étiez tout jeune, vous avez cru dans les idéaux de la gauche, et on sent que vous avez été rattrapé par le principe de réalité dans votre carrière politique, de médecin également. Vous êtes un des créateurs de Médecins sans frontières, et vous racontiez d'ailleurs tout à l'heure que au moment de Pol Pot et des Khmers rouges, vous avez fait partie des personnes qui ont dit bon, ben, voilà, il faut peut-être envisager les choses autrement. Est-ce qu'il en va de même avec les questions de sécurité? Là, on a un maire de gauche, une maire de gauche très réaliste sur les questions de sécurité, et on sait très bien, on ne va pas se mentir, qu'on a des élus écologistes, des maires de grandes villes, de grandes agglomérations françaises qui sont écolos et qui n'ont pas tout à fait le même prisme quand on parle de caméras, de vidéosurveillance, de police municipale. Oui, je pense, enfin, quand vous me dites de gauche, et l'évolution au cours de ma carrière, elle a été assez rapide, l'évolution, parce qu'à 25 ans, je me suis rendu à la frontière du Cambodge de Pol Pot, et là, j'ai compris ce que c'était que le communisme et que le progrès, etc., etc. Depuis, quand on utilise le mot progrès, dans beaucoup de pays que j'ai vus, j'ai toujours une petite réticence par rapport à vous. Même si c'est un beau mot, il a été qui est tellement revendiqué par les macronistes, c'est ça qui est étonnant. Et c'est pour ça que quand Macron disait le camp est la France est divisée entre les progressistes et les conservateurs, moi je disais non, il ne faut pas utiliser ce mot. Pour moi, la France est divisée non, entre les progressistes et les populistes. Et moi je disais non, la France elle est divisée entre les démocrates et les populistes. Parce sur que la le mot question de progressiste, je Claude Maluret, ne plus. sur les questions de la gauche et de la sécurité en France. J'ai écrit un petit bouquin qui est passé inaperçu. Il était dans les années 2000, qui s'appelait Les vices de la vertu ou la fin de la gauche morale. Donc, et c'était aussi les réflexions, un certain nombre de réflexions que j'avais pu faire à Médecins sans frontières, à l'étranger et dans des pays en guerre, mais c'était aussi le récit de l'expérience à l'époque. J'étais maire déjà depuis une quinzaine d'années, l'expérience de maire. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire, évidemment, je l'ai vécu. Le jour où j'ai installé les caméras de télévision, les caméras de surveillance dans ma ville, j'ai eu un tir de barrage, et bien entendu que la droite et la gauche ont chacun des avantages et des inconvénients. L'une des principales apories, l'une des principales erreurs de la gauche, c'est cette volonté d'être une gauche morale et par conséquent d'être réticente, je dirais même pas au problème de sécurité, mais d'être réticente très souvent, et on le voit aujourd'hui chez beaucoup de maires écologistes, tout simplement à la réalité. Monsieur le sénateur, vous ne trouvez pas que... Christophe, il faut appeler un chat un chat. Vous avez dit tout à l'heure, je ne vais pas donner de nom, etc. Bon, très bien, vous êtes syndicaliste. Il y a donc aujourd'hui une difficulté sur les questions de sécurité de travailler avec les maires écologistes des grandes villes. Attention, on ne parle pas de n'importe quoi. On parle de Bordeaux, on parle de Grenoble, on parle de Lyon. Strasbourg. On parle de Strasbourg. Elle vient d'armer sa police. Ouais. Où à Strasbourg? Strasbourg. En 2024. Parce qu'elle a compris que politiquement, elle avait intérêt à armer sa police. Moi, je me souviens d'un congrès du logement social, un congrès HLM, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a 20 ans, où les bailleurs sociaux disaient quoi? Des caméras de vidéosurveillance? Mais on n'est pas le Front National, quelle horreur! Et maintenant, donc aujourd'hui, il y a clairement des gens... Est-ce que vous, à votre échelle, vous le ressentez ça? Le souci, c'est qu'il faut s'adapter à son temps et à l'actualité et à la réalité de terrain. À l'heure actuelle,
Vous citez les bailleurs sociaux. Il y a 20 ans, on ne parlait pas de caméras. Il y a 10 ans, on ne parlait pas non plus de sécurité privée, de vigile dans les halls d'HLM. Maintenant, c'est une réalité. Il faut s'adapter. C'est des aides, comme les caméras, comme la police municipale, ne réglera pas le problème des stupéfiants. Non, mais franchement, attendez, il y a des gens qui s'adaptent avant les autres. Je suis désolé, quand on dit à Strasbourg, il y a une police municipale à Strasbourg depuis quelques jours ou quelques semaines, c'est très tardif quand même, Strasbourg. Mais la droite parle beaucoup, mais quand il s'agit de passer au budget, là, il n'y a plus personne. Parce que c'est très simple de dire... non, parce qu'à un moment, il va falloir mettre l'argent. Il va falloir mettre l'argent. C'est pas une question d'argent, c'est une question de procédure pénale. Parce que les effectifs ont légèrement augmenté d'1%, on l'a dit, il va falloir augmenter les effectifs. Le problème est aussi un problème du matériel, de l'équipement, qui là est un gros problème. Et là, on ne peut pas dire qu'on va faire... Non, justement, attendez, Monsieur Macron voulait supprimer 60 000 fonctionnaires d'État. Il y a la police dedans. Il y a l'intérieur. Il suffit de regarder les voitures dans la rue pour voir que Darmanin a mis énormément d'argent. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit justement que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Oui, mais quand il faut passer au portefeuille, il n'y a plus personne. Il a mis beaucoup d'argent. Mais arrêtez. Mais pas du tout. Non, mais c'est documenté, c'est factuel. Ah bon, c'est documenté. Non, c'est pas factuel. Regardez. Écoutez l'expert. Christophe Miette. Après, si je peux me permettre, concernant le budget de la police, vous citez les voitures, ça ne fait pas tout les voitures. Mais c'est pour ça. Il y a les services d'investigation. C'est pour ça que l'argent ne fait pas tout. Il y a les services d'investigation qui manque cruellement de monde et de moyens. Il y a une procédure pénale à remettre à plat. Il faut motiver ces effectifs et il faut leur donner les moyens de travailler dans les conditions. Le problème, c'est que vous avez Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, et Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice. Et donc, les policiers arrêtent des gens dont ils savent que les magistrats vont les remettre en liberté. Et je caricature un peu à la Éric Brunet dans les 20 minutes qui suivent. Mais moi, j'aimerais prolonger le raisonnement de Claude Malhuret sur la gauche morale. En fait, et le mettre en lien avec le témoignage que j'ai trouvé très fort de l'ami de Lilian qui témoignait sur Skype tout à l'heure, Abou. Ce qui disait, en fait, enfin, moi je l'interprète comme ça, c'est qu'en gros, ce dont les jeunes ont besoin, c'est pas que des terrains de foot, c'est aussi de l'autorité, c'est aussi des repères. Le problème de la gauche, c'est la culture de l'excuse, c'est de penser que tout n'est que social, que de mettre au second plan l'éducation, la fermeté, et de ne penser que en arrosant de milliards de politiques de la ville les quartiers, on va acheter ainsi le silence et la concorde. La vérité, c'est qu'il faut un choc d'autorité. Je sais pas si vous connaissez les travaux de l'avocat Thierry de Montbrial, qui n'est pas un homme politique et qui est un expert en sécurité comme vous, monsieur. Lui, il dit qu'il faut un choc d'autorité, mais il dit aussi faut accepter des mesures assez fortes par rapport à la situation incroyable d'ensauvagement, je revendique le mot, à laquelle on assiste. Donc lui dit qu'il faut des bouclages de zones dans les quartiers. C'est-à-dire qu'il faut assumer pendant 3 semaines, on boucle un quartier et là on vide des caves jusqu'au plafond. Mais ça marche pas parce que on le fait pas complètement. On envoie la CRS 8 2 semaines. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit mais il va y avoir des tirs de riposte en face parce que c'est le trafic de drogue. C'est évidemment des gens très violents, armés. Il faudra riposter ces tirs. On va essayer de comprendre d'abord ce qui se passe exactement à Grenoble, puisqu'on parle d'un regain de violence dans cette ville. On a des chiffres quand même assez hallucinants qu'on donnera juste après. Mais écoutons d'abord la réaction donc, du maire de la ville, Éric Piolle, qui était à cet hommage rendu à la victime aujourd'hui. On l'écoute. La colère nous habite en même temps. Ces armes en circulation qui fait que quelqu'un de décérébré, alors que quelqu'un est venu porter secours, tire 2 fois dans le thorax. Aussi, évidemment, un enjeu de société qui est très clairement posé, mais ce n'est pas le temps d'aujourd'hui. Le temps d'aujourd'hui, c'est ce temps de solidarité, de dignité et d'hommage à un camarade, un collègue, un père, un grand-père et un pilier de nos agents publics. Quelle est exactement la situation ? Le problème dans ces histoires-là, c'est une émotion et puis s'en va. C'est qu'est-ce qui se passe passer l'émotion quand l'actualité va balayer ce drame. Quand on parle des moyens de la police, je rappelle que, tiens, il y avait un film, L627 de Bertrand Tavernier. Ça date de 1992. Alors c'est vrai que des moyens ont été accrus, monsieur Miette peut-être va nous le confirmer, mais si vous voulez, la délinquance dispose de moyens considérables en face. Donc il faut que l'intendant suive. Et quant au trafic de drogue, c'est un trafic à ramification
internationale. Il est question de ces véhicules, de ces bolides qui sont désormais loués, ce sont des paravents en fait en Pologne. Il faut, c'est le cas, mais les moyens ne sont jamais suffisants, travailler à la fois sur le local, comme le rappelait mon cher voisin de Valeurs Actuelles, mais en tous les cas, il faut casser, et par des actions de police internationales et par des actions sur les financements, et là aussi c'est supranational, casser ces filières de grand banditisme sur les armes, sur la drogue, et ça dépasse le simple problème de la police municipale. Christophe Miette, c'était là en l'occurrence une voiture puissante, une Audi je crois, immatriculée en Pologne, comme le dit Jean-François Aquili. Ça ressemble à quoi? Un Go Fast? Ça ressemble à quoi cette affaire? Non, là... La victime n'était pas connue des services de police, la victime était un agent de service municipal. Oui, la victime, d'accord, oui. Cet individu-là, on a tout un maillage du trafic de stupéfiants et c'est pas à rompre le secret de l'enquête. Monsieur le procureur l'a dit, cette personne est connue pour trafic de stupéfiants. Oui. Maintenant, oui, on a tous les traits, l'arme, les bolides, ce fléau de voitures de luxe hyper puissantes qui nous servent soit pour les go fast, comme vous le dites, soit pour fuir ou aller au contact de forces armées. Nous l'avons vu dernièrement avec les agents de la pénitentiaire au mois de mai. Nous l'avons vu même avec des voitures surpuissantes la semaine dernière au niveau d'Avignon. Mais il se passe quelque chose de particulier avec Grenoble ? Non, la délinquance et la violence s'est étendue. On a une marseillisation pour certains, nous avons une mexicanisation pour d'autres. Oui. Là, on joue sur les mots, que ça soit telle ou telle politique. Le problème, c'est que ce fléau-là est connu depuis des années. Les causes sont connues depuis des années. Et maintenant, il faut agir. Quelle que soit la tendance politique, il faut des moyens pour la police, la justice, agir au niveau local, comme les places nettes, pour déranger ces individus, pour leur faire comprendre qu'ils ne sont pas chez eux, ils ne sont pas les bienvenus. Il faut agir au niveau, avec des enquêtes au long cours de la police judiciaire qui travaille sur plusieurs années, et il faut agir au niveau européen et international. Moi, je suis désolé, les amis, je suis inquiet, parce qu'on vient de vous montrer la réaction d'Éric Piolle aujourd'hui. C'était ce matin le maire de Grenoble qui, bon, très bien, dévasté, que peut-on dire d'autre? N'empêche que sa première réaction, je vais vous la montrer, c'est celle d'hier. Je la trouve un peu plus étrange. Il explique que tout le monde peut être victime d'une balle perdue, semble-t-il. Alors, il a fait une bévue. N'empêche que... comment est-ce qu'on peut asséner une chose pareille? Regardez. Personne n'est à l'abri d'une balle perdue. Et c'est notre peur quotidienne dans les règlements de compte. Il y a évidemment... Personne ne mérite de mourir, y compris pour le trafic de drogue. Il faut que la justice passe. Mais c'est notre peur. Vous avez vu ailleurs en France qu'il y a eu parfois dans ces règlements de compte des balles perdues. Bon, c'est quoi Non, mais là, ils sont quelques-uns dogmatiques. Mais moi, j'ai envie de dire... Mais là, parlez-moi de ça, là. Mais c'est abominable ce qu'il dit, ça ne devrait pas exister. Sauf que le vrai débat, j'ai bossé avec tous les syndicats de police. J'ai fait une mission pour Gérald Darmanin, police, justice, prison. On va se le dire, cher ami. Nicolas Sarkozy, il a supprimé 10 000 emplois. Darmanin a mis des moyens de policiers en matière de matériel. OK. Pour une fois, Éric Dupond-Moretti, au départ, les avocats n'aimaient pas les magistrats. Il a augmenté de 60% la justice qui était en voie de clochardisation. Les policiers de la BAC, moi, j'ai passé ma vie avec eux. Ils avaient des voitures qui avaient 300 000 kilomètres. Ceux qui s'occupent de la SNCF à Montpellier, ils achetaient leurs caméras. On a fait des progrès, il en manque. Et enfin... Donc vous êtes en train de nous dire que Macron a augmenté avec Dupond-Moretti les moyens de la justice... Oui. Et les moyens de la police. Mais il en manque encore. Et un dernier point. 10 secondes, Patrick Vignal. Non, mais c'est important ce que je vais vous dire. Est-ce que d'avoir une super bagnole neuve pour un policier ou un tribunal dont les peintures ont été refaites pour un magistrat, ça change quelque chose au fait qu'un jeune homme qui fait du rodéo et tue une petite fillette la semaine dernière est placé sous contrôle judiciaire et pas en mandat de dépôt? Est-ce que ça, c'est une question d'argent ou est-ce que c'est une question de chaîne pénale? Alors ça, c'est le vrai débat. Est-ce que c'est une question d'actualisation des textes ou pas? Attendez, moi, je peux vous parler de terrain. Moi, je suis venu ici parce que j'ai fait du terrain. J'ai fait des nuits avec la BAC. Quand on avait un gamin qui fait du rodéo, première solution, on fait comme aux États-Unis ou en Angleterre, on arrive, on pousse.
C'est une possibilité. Moi, les policiers, ils me disaient, on a 2 débats. On fait très attention parce qu'on n'a pas envie de ce petit con qui a 16 ans, une motocross, qui emmerde tous les voisins, arriver à le tuer, ou alors qu'il puisse faire en sorte, ce qui s'est passé, tuer un citoyen. Donc c'est pas si facile. Et je vais vous répondre autrement. Sur les quartiers de politique de la ville, je suis allé à Marseille 3 fois, à Lyon, au Minguette, dans les quartiers les plus chauds. Dernièrement, j'étais au quartier de Pissevin, où c'est très chaud. Ok, à Nîmes. Qu'est-ce que c'est la politique de la ville? En fait, on a fait des ghettos, cher ami. Des ghettos de pauvres et de riches. Et ce qu'a dit Abou, c'est ça. C'est pas qu'avec eux. Patrick Vignal. Je veux pas. Patrick Vignal, vous dites des banalités. Non, je dis pas des banalités. Je dis le terrain, Éric Brunet. Je vais vous amener avec moi. Tuc Doual-Denis, il dit, il a un propos très intéressant. Qu'est-ce qu'il dit? Mettre des milliards sur la table pour acheter des voitures ou bien rénover les tribunaux ou bien pour embaucher. Ils en ont besoin de leur voiture. Très bien, c'est important. Mais sur la question sociétale centrale qui concerne l'application des peines, la sévérité des peines, ça change rien d'avoir une peinture neuve dans le tribunal. Mais Éric Brunet, 78 000 personnes sont en prison. 30% des gens sont sur des matelas. Je vous fais le pari. Là. Attendez, mais alors qu'est-ce qu'ils disent les maires? Y compris le maire FN, là, Radnik, il a refusé la prison. Non mais on a un monde de politique de faux cul. Ben alors, et c'est le même qui va dire qu'on est mauvais. Ces maires, ils ne veulent pas qu'on construise des centres de rétention ou des prisons. Et les mêmes vous expliquent. Claude Maluret, on entend bien que les moyens augmentent, mais que ça n'est pas efficace. C'est pas suffisant. On tourne en rond. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous? Moi, je vous le disais tout à l'heure, je pense que au-delà du problème de sécurité, vous y avez fait allusion, le problème du trafic de drogue aujourd'hui, avec les sommes engagées, avec les armes que ça permet d'acheter, avec les conflits qui se multiplient et qui répandent les armes un petit peu partout, font que la violence physique et par arme à feu qui avait diminué tout au long du XXe siècle est en train de réaugmenter fortement depuis la fin du XXe siècle. Mais je voudrais parler d'un autre sujet, d'un autre problème qui est lié à cela et qui est encore plus grave. Parce que ça fait un certain nombre de victimes, un certain nombre de morts, bien entendu, et comme l'exemple qu'on vient de voir. Mais c'est bien pire que ça. Aux États-Unis, depuis 3 ans, l'espérance de vie a baissé. Elle a d'abord commencé à baisser au moment du Covid, comme un peu partout, il y a eu une stagnation, mais depuis, elle continue de baisser parce que la consommation de drogue, y compris de drogue pharmaceutique, je parle de l'oxycontine, a tué 70 000 personnes aux États-Unis l'an dernier. Et chaque année, elle tue environ 70 000 personnes. C'est-à-dire que vous avez à la fois un problème de sécurité majeur qui fait des tas de victimes un peu partout, et vous avez un problème qu'on ne voit pas derrière, mais les deux sont liés au trafic de drogue, qui sont un problème de santé qui fait encore beaucoup plus de morts que le terrorisme, que les bandes, les gangs qui s'attaquent, ou les victimes... voilà. Et donc, c'est au-delà du problème de sécurité, vous avez un problème mondial. Mondial, sur lequel aujourd'hui, les États, et c'est pas un problème droite-gauche, ne se sont pas armés suffisamment, dont on n'a pas encore assez pris conscience. Je discutais, je lui disais au président de la République il y a quelques mois, c'était bien avant cette affaire, c'était dans une petite réunion où il nous demandait quels étaient les sujets majeurs dont on pensait sur lesquels on pensait qu'il fallait mettre l'accent. Je lui dis, pour moi, il y en a un, et vous le voyez déjà, mais on va le voir bien plus dans les années qui viennent, parce que c'est devenu hors de contrôle, un sujet majeur dont on ne parle pas, et dont même les autorités de la plupart des pays démocratiques et d'ailleurs, ce qui est encore plus évident, c'est que même dans les pays... En Russie, c'est épouvantable, le problème. Donc même dans les pays qui se disent... On fait des trucs de biceps, etc. Mais c'est pas vrai, ils arrivent rien. Le problème majeur, c'est le problème de la drogue, des trafics de drogue, et de la puissance financière des cartels de drogue. Décuplé aussi avec la mondialisation, avec les systèmes d'évasion fiscale, etc., qui fait que un point de deal, le business s'auto-alimente. 30 000 € par jour. Sur les villes, en France, sur les métropoles, chaque gang a 5. Tous les jours, il y en a qui arrivent entre 150 000 et 200 000 € d'espèces. Ils ont des boîtes de communication qui sont supérieures à l'État. Vous savez que maintenant, pour acheter son shoot, on va même plus dans le quartier. Aujourd'hui, on va par Internet, par WhatsApp. Le mec, il vous livre. Vous vous rendez compte, en année
Bien, Claude Malhuret, on vous libère parce que la prochaine partie est sur Anne Hidalgo. Je crains que ce soit trop douloureux pour vous. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Question, est-ce que vous reviendrez quand vous serez, si vous êtes nommé ministre de la Santé? Non, je ne voudrais pas que vous fassiez circuler la rumeur selon laquelle je vais être ministre. Je ne suis pas candidat, je n'ai pas reçu de coup de téléphone et je suis très bien dans mon rôle de président de groupe au Sénat qui a un avantage considérable par rapport à être ministre, c'est la liberté totale de parole. Merci. Merci au futur ministre de la Santé de la République française. Mais on restera discret. Merci Claude Malhuret. Dans une poignée de secondes, mesdames, messieurs, Anne Hidalgo. Anne Hidalgo qui, contre vents et marées, a pris la décision de faire passer la vitesse maximale autorisée sur le périph' à 50 km/h. Vous vous dites, bon, il n'y a pas de quoi écrire, il n'y a pas de quoi écrire une lettre à ses parents. Sauf qu'on était à 80, puis 70 km/h, puis maintenant 50, mesdames, messieurs. Alors ça rouscagne un peu du côté des Franciliens. Quelque chose me dit que vous êtes contre. À tout de suite. À tout de suite. Liberté, égalité, Brunet. Éric Brunet et Alice Darfeuille. Bonsoir les amis, rebonsoir Alice Darfeuille. Bonsoir Éric et bonsoir à tous. Vous avez ici un éditorialiste corse qui s'appelle Jean-François Aquili. Juste à côté de lui, vous avez un éditorialiste breton et de droite qui s'appelle Tuc Dual Denis. Curieux prénom que Tuc Dual. Hein. Qu'est-ce qui vous permet de dire que je suis de droite? Directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, ça fait longtemps qu'on n'a pas nommé des communistes à ce poste-là. Hein. Bon, écoutez, d'accord, je capitule. Thomas Porcher, économiste, essayiste, vaguement très à gauche, ou très à gauche. Hein. Depuis que Agnès Pannier-Runacher a dit qu'elle était de gauche, ça veut plus rien dire d'être de gauche. Vous n'avez pas ma copine Agnès? Non, mais elle n'est pas de gauche. Enfin, gauche ne veut plus rien dire pour Chez moi. Macron, il n'y a pas de... Patrick Vignal, ancien député socialiste, passé à la Macronie. Merci d'être avec nous et ancien professeur de judo. Avec une jambe gauche très musclée. Ouais. Rebonsoir. On va vous parler, mesdames, messieurs, de nos feuilletons préférés. Anne Hidalgo. Anne Hidalgo qui, sur la question du 50 km/h du périph', vitesse maximale autorisée sur le périph', ne démord pas. Elle n'en démord pas, effectivement, alors que l'État affirme qu'il a son mot à dire. Elle dit qu'elle peut décider toute seule et surtout qu'elle a bien l'intention de le faire à partir du 1er octobre. Écoutez-la, elle était chez nos confrères de RTL ce matin. Pour les 50 km/h, ça relève de ma décision, ça sera au 1er octobre. Là, au 1er octobre, le périph' passe à 50 km/h. Vous savez, on y travaille depuis 2018, donc c'est pas un sujet nouveau. On a des votes au Conseil de Paris sur le sujet, d'ailleurs très unanime dès 2018. C'était d'ailleurs les centristes, l'ancien président Éric Azière du groupe UDI Modem qui avait porté tout un travail qui avait amené à l'unanimité du Conseil de Paris, c'était en 2018. Bon, Jean-François Aquili, alors ce qui est interrogé dans ce débat, on ne fait pas du Hidalgo bashing, c'est la méthode. La méthode. Je rappelle quand même au passage que l'ADEME, l'Agence pour la maîtrise de l'énergie, enfin l'ADEME, a quand même dit en dessous de 70 km/h pour la pollution, ça ne sert à rien, c'est même contre-productif. C'est même contre-productif. Voilà. En dessous de 70 km/h, effet négatif. Alors, c'est le Parisien qui a rappelé qu'entre 7h du matin et 21h, la vitesse moyenne sur le périphérique, si vous l'empruntez en ce qui me concerne, c'est 36,4 km/h. Vous avez un effet d'accordéon. Donc, forcément, pour les rares qui l'empruntent la nuit, rouler à 50 km/h peut paraître un petit peu étrange. Mais en réalité, de façon très utile, dans la journée, ça me paraît assez raisonnable si d'abaisser la vitesse à 50 km/h. Ce n'est pas extravagant non plus. Il y a... Ah, je ne vous attendais pas là. Alors, non. Je ne vous attendais pas là. Je vais vous dire ce que j'en pense. Je sais que le Hidalgo bashing est une mode qui connaît un certain succès. Ce qui lui est reproché, vous avez raison, c'est la méthode. L'opposition municipale, elle citait Éric Azière. En fait, le rapport des 34 préconisations date de 2019. C'est trompé d'une année, mais c'est la même chose. Éric Azière a dit quelque chose de particulier, c'est que... C'est un élu, on ne le connaît pas. Hein. Centriste. C'est un élu centriste qui fait de la ville de Paris. Non, qui mais fait j'imagine les gens qui sont à Pau ou à Brest qui nous regardent. Qui fait autorité au Conseil de Paris. Bon, très bien. Qu'est-ce que disait à l'époque Éric Azière? C'est qu'il y a une cogestion du périphérique. Essentiellement, c'est la ville de Paris
et vous avez la PP, la préfecture de police de Paris. Ouais, enfin, Anne Hidalgo n'a pas demandé à la préfecture de police de Paris si elle pouvait passer la vitesse à 50 km/h. La décision, elle l'a prise toute seule. Ce qui a été dit aussi, et ça va dans le sens de ce que vous dites à l'instant, c'est qu'il fallait consulter les riverains, consulter les populations concernées et peut-être ouvrir la décision, que ce soit à la région, que ce soit aussi également... Parce que ce sont les franciliens qui empruntent le périphérique. Je ne suis pas certain, Alice, que les riverains aient été consultés, même qu'ils soient même globalement favorables à l'idée de... Vous imaginez, pardon, mais je le redis, hein, voilà, en quelques années, on est passé de 80 km/h maximum sur le périphérique, qui fait 42 km autour de Paris, à 70. Et là, on parle de 50. Ça n'est pas anodin. Mais dans les faits, non, mais l'avenir, juste un mot, j'en termine. L'avenir pour les grandes capitales, monde, c'était le cas à Londres, c'est le cas à Paris, c'est de baisser la fréquentation automobile, c'est de baisser la vitesse. Même Los Angeles, c'est dans ce débat. C'est de végétaliser parce qu'au fond, toutes les surfaces minérales renvoient de la chaleur et nous allons vers un cycle de dérèglement climatique. Donc, quelque part, la maire de Paris, et je ne veux pas entrer dans la polémique sur la méthode, sur le droite-gauche, elle épouse, si vous voulez, une sorte de mouvement qui va devenir indispensable pour toutes les grandes capitales mondiales. En tout cas, on a un pour. On va écouter des réactions de personnes qui ont été interrogées dans la rue et puis après on fera un tour de plateau. Les avis sont partagés. C'était le seul endroit où les gens peuvent rouler un petit peu pour se rendre à leur travail. Il n'y a pas de piétons qui traversent, il n'y a pas de vélo, il n'y a pas de trottinette. Je ne vois pas pourquoi cette mesure elle est prise. C'est honteux. C'est honteux. Elle pense vraiment pas aux commerçants. Et je ne sais pas ce qu'on va devenir. Je comprends pourquoi les Parisiens désirent Paris. Pourtant, c'est la plus belle ville du monde. Sûrement pour éviter les accidents, mais bon, je pense pas que ce soit vraiment la chose qui va éviter les accidents. On est tellement habitué maintenant de toujours être la partie qui paye ou qui subit, donc on va encore subir quelque chose, quoi, c'est tout, quoi. Je pense qu'il y a d'autres choses à régler avant de mettre le périph' à 50. Les décisions de Anne Hidalgo agacent pas mal de monde à Paris. Bon, qu'est-ce que vous avez envie de dire, vous? Mais moi, j'ai envie de dire encore, c'est un coup politique, une philosophie de démarche politique. On l'a dit, la moyenne de ce périph', c'est 38 km 36 ou 38. Oui, mais ça ne veut rien dire, parce que, franchement... Éric Brunet, d'accord. Parfois, on va vite, parfois, Moi, j'ai bossé sur les cœurs de ville, d'accord. Au départ, je disais, il faut sortir la voiture des centres-villes. Enfin, quand même, aujourd'hui, en France, on devrait construire 500 000 logements. On en construit à peine 300 000. On parle du périph', là. Mais parce que vous allez comprendre pourquoi. Il faut rénover les cœurs de ville. Paris, le centre-ville, aujourd'hui, ça doit pas être un musée. Et je pense que artisans, commerçants, profession libérale, je vous fais le pari, dans les métropoles, les artisans ne viennent plus. Parce que pour entrer, il faut demander un badge, donc il faut payer. Donc on a un débat sur la voiture, sur cette idée de déplacement, sur les commerces de centre-ville de proximité, et surtout ce qui me gêne, c'est je suis la maire, je décide. Passons du jus au nous. Je pense que c'est important. Surtout que, vous l'avez dit, Eric, il faudrait le vérifier, l'ADEME nous dit en plus que pour la pollution, ça ne change pas grand-chose. Donc, si ce n'est uniquement, et Jean-François qui le disait, ça devient mondial. Toutes les grandes capitales rejettent la voiture. Oui, mais moi, mon étude à Montpellier, je l'ai fait avec mes riverains. Vous avez 80 ans, vous habitez dans le centre-ville, vous avez besoin de votre voiture. La voiture devient un sentiment de sécurité pour accéder à votre centre-ville aussi. Ça veut dire que les politiques devraient avoir des décisions qui soient concertées. Vous êtes complètement à côté de la plaque. Contre. Vous êtes complètement contre. Vous êtes contre le... Parce que le type qui vit à Paris et qui travaille à Paris, il ne prend pas le périphérique. Moi, je ne prends jamais le périphérique. Qui prend le périphérique? Des gens qui ne vont pas à Paris. Des gens qui sont au sud de Paris, à 10 km, je ne sais pas, avant, vous voulez. Ah, vous êtes pour alors? Qu'elle passe 50 alors? Et qui vont dans le nord? Non. Eh bien, alors ces gens-là utilisent le périphérique tous les jours pour aller travailler, voilà. Les gens qui habitent en banlieue et qui viennent travailler et qui viennent dans la banlieue nord, ou qui viennent dans la banlieue nord. C'est les gens qui connectent du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et donc ces gens-là, franchement, on a un périphérique qui fait parfois 2 fois 3 voies, parfois 2 fois 4 voies, qui fait 42 km de long. C'est absurde de limiter sa vitesse à 50 km/h quand ça roule bien. Enfin, j'arrive pas à jamais bien, vous m'avez dit. Non, mais moi, Thomas Porcher, au nom de la santé publique, même si pour l'instant les chiffres ne sont pas très convaincants, moi, ce qui m'embête, elle va au bout de son idéologie. Et effectivement, ça a été très bien expliqué avant par M. Achili.
c'est la politique de toutes les grandes villes aujourd'hui, et y compris Los Angeles, qui est une ville où il y a peu de transports en commun. Aujourd'hui, ils s'interrogent sur l'après-voiture. Mais moi, ce qui me dérange... Mais le périphérique, ça n'est pas la ville. Oui, mais ce qui me c'est une dérange, autoroute extra-urbaine. Ce qui me dérange, effectivement, ce qui me dérange, c'est quel est le substitut à ça. Quand vous êtes dans Paris, 14% des Parisiens utilisent leur voiture pour aller travailler. La plupart, ils prennent les mobilités douces, le vélo ou les transports, parce qu'ils ont une offre de transport et ils ont accès à des vélos. Quand vous habitez en banlieue, ça change tout. Déjà, dans la petite couronne, vous êtes à 50% d'auto d'utilisation de votre voiture pour aller travailler. Et qu'est-ce qu'on leur offre à ces gens en substitut? Rien. Les transports se dégradent, le RER, ça se dégrade totalement. Et moi, l'incitation à ne pas prendre sa voiture ou mettre des barrières pour que les gens prennent leur voiture pour aller sur Paris, sans leur donner un substitut, c'est-à-dire les transports en commun qui fonctionnent, c'est pas bon. Parce que dès que les transports fonctionnent, on abandonne. Regardez sur la ligne 14 pour aller à Orly, c'est formidable. Les gens n'utilisent plus la voiture, ça fonctionne très bien. Dès que ça fonctionne, naturellement, on n'utilise plus la voiture. Mais il faut alors, que les amis, donc il faut un plan B, c'est ce que vous dites. Il faut un plan B, sinon on emprisonne les gens. Je déteste les émissions de Parisiens. Là, ce qu'on fait là maintenant, en train de enfin, moi j'ai des gens dans ma famille qui ne sont jamais venus de leur vie à Paris. Que ça n'intéresse pas, voilà, dans le sud-ouest, des agriculteurs. Voilà, donc les amis, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est pas qu'on prenne le RER et qu'on connecte à la station. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est le processus de décision d'une élue. Qui dit je décide. Je décide. Ouais, je me fiche un peu des opinions des Parisiens, des Franciliens. C'est quand même un bassin de 12-13 millions d'habitants. Et je décide de façon un petit peu autocratique qu'on va passer à 50 à l'heure. D'ailleurs, au passage, pourquoi pas 40 ? C'est sympa, 40. Ou pourquoi pas 30 ? C'est cool, 30 km/h. C'est cool, ça fait de gauche, c'est super sympatoche. Allez, 30 km/h, why not ? Que la marche arrière d'autoriser. Ouais, voilà, donc... On a David Béliard avec nous, qui, je pense, a très envie de réagir à ce qu'il vient d'entendre. Adjoint à la maire de Paris et en charge de la transformation de l'espace public, des transports et des mobilités, du code de la rue et de la voirie. Je voulais le préciser jusqu'au bout. Tout d'abord, expliquez-nous bien ce qui s'est passé, David Béliard. Est-ce que vous nous confirmez, soyez honnête, qu'elle n'a demandé son avis à personne d'autre ? Ben non, je ne le confirme pas. Je ne vous le confirme pas parce qu'en fait, cette décision, c'est le fruit d'un processus de travail qui date depuis déjà plusieurs années, puisqu'en fait, on a discuté avec beaucoup de monde, discuté avec les élus des communes environnantes, on a discuté avec la région, on a discuté avec la métropole du Grand Paris, on a discuté avec l'État. Et vous savez, la première fois qu'on a discuté de manière très sérieuse de cette transformation du périphérique et notamment de sa baisse de la vitesse, c'était il y a 10 ans lorsque nous avons fait le dossier de candidature pour les Jeux Olympiques, parce que dans ce dossier de candidature pour les Jeux Olympiques, eh bien, devinez quoi, il y avait justement la transformation du périphérique et il y avait notamment sa limitation, en tout cas sa baisse de la vitesse, puisque l'idée, c'est de le transformer. Et qui a voté ? Et qui a soutenu ce dossier de candidature ? Eh bien, tout le monde, que ce soit l'État, la région et la ville de Paris, et quasiment toutes les forces politiques l'ont voté. Donc, alors, ce que je comprends pas, David Béliard, ce que je comprends pas, c'est que on va voir la préfecture de police dit on est décisionnaire, on n'a pas été consulté. Madame Valérie Pécresse, ce projet nécessite une expertise. Regardez, ça passe à l'antenne. Ce projet nécessite une expertise des services de l'État responsables du réseau routier national francilien, une consultation des collectivités publiques limitrophes, préfecture de police. Voilà. Valérie Pécresse, je crois, indique qu'elle est contre. Elle est présidente de la région. Donc, ça vous étonne ça vous étonne qu'en matière d'écologie ou de santé publique, quand il faut parler, tout le monde parle et tout le monde est d'accord, mais quand il faut agir, eh bien en fait il y a beaucoup moins de monde qui est en capacité ou en tout cas qui a le courage d'aller jusqu'au bout. En tout cas moi ça m'étonne pas du tout. Par contre je trouve dommage que nous ayons des postures qui soient des postures politiciennes sur une question qui est une question importante. Certes, il y a beaucoup de débats et je l'entends et je le comprends. Il y a plus d'1 million de déplacements sur le périphérique. 20% seulement de ces déplacements sont liés à des Parisiens et des Parisiennes. Donc évidemment, ça pose un problème. Par contre, il y a aussi à côté, et ça on l'entend très peu, il y a à peu près 500 000 personnes qui habitent à proximité du périphérique. Et ces gens-là, eh bien, ils subissent le périphérique. Ils subissent le périphérique et notamment sur un élément qui est très très peu abordé. D'ailleurs, vous avez abordé uniquement la question de la pollution de l'air. Mais en fait, l'élément principal pour lequel nous faisons et nous portons cette mesure, c'est d'abord une question de bruit. Ces gens, en fait, subissent les nuisances sonores et en particulier la nuit. Et cette mesure-là
de réduction de la vitesse maximale, eh bien, elle sera efficace pour baisser les nuisances sonores. Vous parlez des gens, David Béliard. Est-ce que les gens, les Parisiens, les Franciliens, ont été consultés sur la question ? Il y a eu un certain nombre de travaux, notamment par exemple ce qu'on a appelé les ateliers du périphérique. C'est 4 ans de travail avec notamment les élus, les équipes locales. On a essayé de mettre autour de la table des parties prenantes. Moi, j'ai participé en tant qu'adjoint en charge des mobilités et des transports, eh bien, à ces travaux où tout le monde était invité, et notamment des représentants associatifs, des représentants d'usagers, mais aussi des représentants, disons, de celles et ceux qui habitent à proximité, et en particulier, évidemment, les équipes qui sont élues. Mais vous savez, le problème avec les gens qui habitent à côté du périphérique, c'est un truc assez basique, c'est que ce sont les plus pauvres, ce sont les plus modestes, ce sont ceux qui sont le plus loin des processus de décision ou le plus loin des plateaux de télévision, comme on le fait ce soir. Eh bien, ce sont eux, pourtant, qui subissent au maximum les nuisances sonores en particulier. Combien de riverains pour combien d'automobilistes? Il y a 500 000 personnes qui à peu près... 500 000 riverains. On peut aussi dire que c'est 500 000 personnes, 500 000 riverains contre 12 millions d'automobilistes tous les jours. Mais quand même, j'entends ce que vous dites. Franchement, la question du bruit, est importante. Vous avez raison, la question du bruit est importante. Mais quand même, quand je vois l'ADEME ne sont pas des rigolos. L'ADEME qui dit que en dessous de 70 km/h sur le plan de la pollution, on est plutôt perdant. C'est plutôt mieux d'avoir des moteurs thermiques à 70 km/h. En dessous de 70 km/h, ça pollue un peu davantage. Je me dis que les arguments ne sont pas fondamentalement différents. Alors, il y a le bruit, vous avez raison. Est-ce qu'une voiture à 70 fait beaucoup plus de bruit qu'à 40 ? Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est simplement le bruit qui est lié à l'adhérence avec la route. Quand vous diminuez la vitesse, en fait, vous diminuez mécaniquement le bruit. Donc, vous avez des effets, en fait, sur le bruit. Et le bruit, vous savez, c'est pas un truc à minimiser. Ça rend fou, littéralement. Et en fait, quand vous regardez, par exemple, les études sur la question de la santé mentale, eh bien, les gens, les pathologies en termes de santé mentale sont plus importantes à proximité. Et en particulier des autoroutes urbaines. Non, je veux juste simplement. Non, mais il faut qu'on fasse réagir le plateau, David Béliard, sur ce que vous venez justement d'expliquer. Mais c'est important, et après on revient vers vous. Ce que je comprends pas, David Béliard, c'est vous nous expliquez doctement les choses, mais comment expliquer cette impression tenace quand même que dès qu'une décision est prise par la mairie de Paris, c'est sans concertation, c'est souvent idéologique, c'est dit avec un air. Pardon, vous avez peut-être trouvé l'argument complètement spécieux, mais les images qu'on a vues tout à l'heure de Anne Hidalgo au micro d'RTL, on sent presque un petit sourire sadique au moment d'annoncer ça. Et quand on voit effectivement les études d'impact sur la pollution qui ne corroborent absolument pas la pertinence de cette décision, on se demande vraiment en quoi ça vous enquiquine qu'à 1h du mat, un chauffeur VTC qui rentre chez lui dans sa lointaine banlieue après avoir travaillé toute la journée en roulant dans Paris et qui rentre à 50 km de chez lui puisse rouler à 70 et gagner quelques minutes sur son trajet du retour. Vous avez 30 secondes pour répondre car Julie Hamet vient de rentrer dans le studio et ça rigole pas. Elle nous fout la trouille, donc allez-y. Ce que je vois, moi je vais pas revenir sur ce que vous pensez sur Anne Hidalgo et je sais pas quoi, son visage, ça m'intéresse pas. Par contre, ce qui m'intéresse en tant qu'élu, c'est effectivement de travailler pour essayer que tout le monde, globalement, s'y retrouve. Quand vous baissez la vitesse de 70 à 50 km/h, certes, vous faites perdre, notamment la nuit, un peu quelques secondes, quelques minutes sur le trajet. Mais par contre, vous faites gagner de la qualité de vie, vous faites gagner de la qualité de sommeil, vous faites gagner de la santé pour des centaines de milliers de personnes. C'est ce curseur-là qu'on essaie de trouver. Merci David Béliard. Vous avez été très bon. Vous avez été très bon. Chacun gardera son avis sur la question, mais il a défendu avec âpreté. Mais si, moi, je ne suis pas d'accord, mais il n'a pas changé votre attitude. Non. Julie Hamet. Bonsoir à tous les deux. Ce soir, on va essayer de se projeter un petit peu. Quel gouvernement Michel Barnier est-il? Il n'est pas convaincu. Julie, vous ne le saviez pas? Claude on avait comme invité Maluret qui serait peut-être déjà, alors on a une partie du casting. Voilà. On verra la suite. Est-ce qu'il y aura des personnalités de gauche? Est-ce qu'il y aura des LR? On verra tout ça. La bande de ce soir. Bruno Jeudi, Pablo Pio-Vivien, Rosine Bachelot. Et on vous a même piqué Yves Tréhard. Formidable. Vous l'autorisez? Yves Hounet. Non, c'est non. Merci de votre fidélité. Demain à 20h, l'émission sera bien meilleure avec de bien meilleurs éditorialistes, vous verrez. Salut, au revoir, bonne soirée.